Chantal, ici. Merci. Bienvenue à Tire-toi une bûche. Ben, merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à la colle. Ouais. C'est le printemps, là, il fait beau. Ah oui, en plus, t'as choisi... Ben, on a journée. choisi une belle journée pour le faire. Ouais. Puis, ben c'est ça. Ben, moi, tu vois, où je t'ai invité, c'est... Je sais pas pourquoi. J'ai repensé à un moment donné à Overbase. Hey, ça serait le fun. Puis je t'ai contacté. Puis, mais c'est ça, moi, je t'ai connu... comme on disait tantôt quand j'étais jeune, avec Overbase, puis c'est Anonymous, Grimmskong, tout ça, vous travaillez tous ensemble. Une belle petite gang. Ouais, fait qu'on vous voyait souvent. Ben, entre autres, Marco est déjà venu aussi ici. Puis, ben c'est ça, fait que je voulais t'inviter, savoir un peu, ben, en lisant un peu, tu sais, je vois que ça dit que tu es d'origine mexicaine. Ouais. Moi, ma première question, c'est est-ce que tu es né au Mexique? Ouais. Ou t'es né au Mexique? Ouais. Mexique, Saguenay. Puis... Mexique, Lac-Saint-Jean. Oui, fais attention, ouais. Lac-Saint-Jean. Ouais, après, je suis déménagée au Saguenay, mais vraiment... Oups! Oh. Bon. Je suis partie de Mexico. On habitait à Mexico, puis en banlieue, Cuernavaca, dans le fond, qui est peut-être à 45 minutes, 1 heure en bas de Mexico. Puis, c'est ça. Ma mère avait rencontré mon père à Acapulco, là, dans les belles années, dans les années 70, là. Puis, au début des années 70, fait que c'est ça. Ils ont habité un certain temps au Mexique, mais mon père, c'était un géophysicien, météorologue, là. Il travaillait à Bay James. Il travaillait 6 mois à Bay James, puis il revenait après. Fait qu'après un certain temps, ils ont comme juste décidé de s'en venir vivre ici. Puis, ma mère, elle avait étudié à Paris. Fait qu'elle parlait très bien français. Donc, c'est pour ça qu'elle m'appelait Chantal, parce qu'elle chantait aussi. Donc, tu sais, Chantal. Okay. Puis, c'était super original. Au Mexique, ça s'appelait Marie-Chantal. Puis là, c'est ça. On est déménagé au Lac-Saint-Jean. Ouais, c'était... Il y en avait une couple. Donc, tout d'un coup, j'étais plus original ben dans mon nom, mais plutôt de mon accent. Mais mon accent n'a pas duré longtemps. Fait que t'avais quel âge quand t'es arrivé? J'avais 5 ans quand je suis arrivée. 5 ans, ouais. Ça... À cet âge-là, ben, tu sais, t'es une éponge, là. Tout rentre super vite, là. Je me suis installée devant la télé pendant un mois, puis je parlais français après. Pas vraiment d'accent. Je me souviens que mes grands-parents puis mes tantes, ils disaient que c'était super cute parce que au début, je parlais avec un petit accent, puis ma mère, elle m'avait montré plein de mots, mais elle parlait français de France, tu sais. Oui. D'ailleurs, elle disait que quand elle est arrivée ici, elle disait à mon père, « Mais tu m'avais pas dit que les gens parlaient français ici? » Tu sais, elle comprenait rien. C'est ça. Puis mes tantes, ils disaient qu'en l'espace d'1 mois et demi, j'avais un accent du lac, là. OK. Mon accent français-mexicain était parti, là. Donc, c'est ça. Puis, j'étais à Saint-Edwidge, qui est un village... Je niaise tout le temps, je dis que c'est en banlieue de Roberval. Mais c'est un minuscule village, là. C'était 600 habitants, comme la colle. OK. Donc, c'est ça. J'ai passé pas mal mon enfance, là. C'est cool. Puis la musique, ben, tu me dis que ta mère chantait. Ben, ma mère chantait. Mon père était bassiste. Ma mère, elle joue de la guitare, elle joue de l'accordéon, elle joue du piano, près de n'importe quoi. Toute ma famille au Mexique, c'est des musiciens. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Je sais pas le nombre de fois que j'ai vu mes parents faire des shows où j'allais me coucher en dessous de la table de poule, genre. Parce que c'est sûr qu'au début... J'avais des parents universitaires qui avaient étudié beaucoup, mais qui étaient très marginaux quand même. Donc, on construisait un voilier pour aller faire le tour du monde en voilier. Fait que mes parents, ils travaillaient les soirs, puis la fin de semaine, ils faisaient des shows en plus de leur job de jour pour mettre de l'argent de côté. Fait que j'ai vraiment grandi entourée de musique puis de spectacles. Donc, la première fois que je suis montée sur scène, c'était naturel, là. C'était comme... J'avais toujours vu ma mère faire, donc... J'étais même pas nerveuse. Le track, j'ai connu ça 30 ans après, là, genre. OK. Donc, c'est ça. Puis, bon, ben, c'était la musique... ma mère, elle faisait vraiment la musique folklorique mexicaine, là, les guitares, toutes les chansons de Chabela Vargas, puis toutes les classiques folklore mexicains. Donc, c'était un peu... à l'époque, j'aimais pas tant ça, mais tu sais, c'est très dramatique, hein, comme... C'est toujours des chansons crève-cœur, là. Donc, c'est ça. Des amours perdus. Puis... Fait que c'est ça. J'écoutais... Ma mère, elle a une voix magnifique, tu sais, donc c'était comme... C'était juste bien de l'écouter, mais c'était pas quelque chose... Moi, c'était pas la musique que j'écoutais vraiment tant que ça. Maintenant, je suis surprise
de m'apercevoir, dans le fond, que je les connais toutes, tu sais. Ils jouent, je veux dire, on est dans une fête mexicaine ou chez des amis ou dans ma famille, puis comme, à chaque fois, je suis comme, ah ouais, je connais ça. Parce que ma mère écoutait énormément de musique, puis mon père aussi. Mon père étant québécois d'origine, mais lui, il est quasiment plus mexicain que ma mère. Hein. Il passe ses hivers là-bas, elle reste ici. OK. Lui, il continue à aller au Mexique tout le temps. Là. D'ailleurs, il est là encore. J'avais de quoi en tête, puis là, Oh. c'est parti. C'est parti. Ça Ouais. a disparu. OK. Fait que là, ça t'a mené, moi, comme je te disais, je t'ai connu avec Overbase, Overbase, puis, tu sais, je relisais un peu... moi, quand ça a commencé, je trouvais ça difficile à écouter, parce que c'était très nouveau comme son. Je trouvais qu'il y avait trop de bass. Et voilà. Mais c'était le but. c'est ça, mais vraiment, puis je lisais des articles qui relataient un peu aussi ce qui s'était passé à l'époque, puis c'était audacieux, puis ça a fait bouger la scène. Ben, c'est sûr que déjà en partant, le band a été fondé au départ par Joël de Capitalist Alienation. Capitalist Alienation, c'était extrêmement nouveau et, tu sais, je veux dire, maintenant, t'en écouterais puis tu ferais encore comme... C'était déjà, pour l'époque, là, Capitalist, ça a sorti peut-être en 85, 86 et Napalm Death commençait, genre, puis c'était semblable à du Napalm Death, donc il y avait déjà un côté vraiment extrême, audacieux, différent. Il n'y a personne qui jouait de la bass comme Joël, là, avec des accords, avec de la distorsion. Personne. Non. Donc, quand il a décidé de faire Overbase, c'était avec... Il y avait 3 basses au départ, puis il y avait le drum. Puis les 3 basses, il y en avait un qui faisait vraiment plus du popping, là, genre un peu comme Flea, les Red Hot, là, dans ce temps-là, ça commençait. Puis t'avais Joël qui faisait beaucoup de distorsion, puis une bass qui faisait office de bass vraiment. Mais finalement, le 3e bassiste, il est pas resté. Il était au cégep, puis il était occupé, puis tout. Il est pas resté. Moi, je tournais autour du band, j'écoutais, j'écrivais des textes, puis là, je disais à Joël, tu devrais chanter en espagnol, ça serait super cool, ça ferait changement, tu sais. Puis là, il était comme, ah ouais, c'est vrai, ça serait cool. Fait que là, on avait commencé à écrire El Toro, qui était comme genre la première toune. Puis on revenait d'un voyage au Mexique. On avait été voir parce que ma famille nous avait traîné voir une corrida. Moi, j'étais traumatisée. J'ai crissé mon cœur en plein milieu. J'étais littéralement traumatisée. Donc, on est sortis de là, puis j'étais comme... Je disais... Tu sais, j'en ai reparlé pendant 2 mois de temps. Fait que quand on est arrivé, puis qu'on s'est assis pour écrire une chanson, Joël, il me disait... je disais, je sais pas, j'ai toujours vu ma mère chanter, mais ma mère, c'était une interprète. C'était pas une auteure, tu sais. Puis là, je disais, ben, je sais pas. Fait qu'il disait, ben, on va parler de quelque chose qui vient te chercher dans tes tripes, puis qu'on va sortir ça. Fait que là... Puis c'est là qu'il avait dit, ben, je sais pas, on va parler des taureaux, tiens. Puis là, fait que là, on avait écrit comme El Toro, puis là, il y avait toute l'intro un peu flamenco, puis tu sais. Fait que c'est devenu, dans le fond, la ligne conductrice d'Overbase, parce que quand on l'écoutait après, tu sais, on écoutait comment ça sonnait, puis on se disait, hey, man, c'est écœurant, parce que dans ce temps-là, t'avais... Toutes les bandes chantaient qu'en anglais. Très peu de bandes chantaient en français. Il y avait les Unknown qui chantaient en français, que c'était nos colocs puis nos amis, mais Barf, il commençait, puis c'était français-anglais quand même, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, c'était pas... les bandes n'étaient pas... C'était même pas bien encouragé, là, de chanter en français, tu sais. Fait que... Puis, mais d'un autre côté, moi, je me disais, ben, c'était plus facile pour moi d'écrire en espagnol. C'était ma langue maternelle. Ça sortait beaucoup plus facilement qu'en français. Puis en français, quand j'écrivais, pour que ça sonne bien, puis qu'il faut que t'articules, puis là, t'articules, ça sonne français de France, là, c'est plus, tu sais. Puis j'étais comme, arc! Fait que finalement, on a décidé que, c'est ça, qu'on allait faire des chansons plus en espagnol. Puis on s'est mis à composer puis à écrire, mais vraiment en essayant d'explorer où est-ce que les autres groupes allaient pas. Où est-ce que c'était vraiment ça la recherche, là. C'était d'aller chercher un autre son, d'aller chercher d'autres choses. On voulait aussi créer, déranger. T'sais, pas juste déranger par nos paroles, mais déranger par le son, déranger par comme j'ai jamais entendu ça. T'sais. Fait que les réactions étaient super mitigées. Soit le monde il capotait, il aimait ça au bout, soit il aimait pas ça partout.
Ah, mais des fois, quand c'est nouveau, là, tu sais, moi, il y a des albums que j'adore maintenant, que la première fois que j'ai écouté, pourquoi j'ai acheté ça, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est clair. Puis c'est bien parce que je pense que c'est ces albums-là qui te marquent le plus par la suite. Tu sais, je me souviens, la première fois qu'on a reçu System of a Down au Fouf, je travaillais à la production, puis tout le monde était « c'est quoi ça, les DJ? C'est quoi ça? » Puis moi, j'étais comme « Wow, c'est malade, c'est super bon! » Mais la majorité du monde, Franz de Grimmskunk, là, on était dans le char, on s'en allait faire un show à Woodstock en Beauce, puis j'y faisais écouter, puis il capotait, il criait dans le char. « C'est quoi ça? C'est n'importe quoi! » Puis j'étais là, « T'es malade, c'est super bon! » tu sais. Mais, puis là, tu sais, on débattait, moi je disais, crème, ils vont chercher des beats de drum des années 80 avec des chants algériens, puis ils mélangent ça à du métal. C'est super hot, je trouve. Mais tu sais, c'est ça. Il y avait Franz, puis par après, il aimait ça au bout. T'sais, mais sur le coup, il était comme, qu'est-ce que c'est ça? Moi, l'album qui m'a fait ça, c'est le premier album de Mr. Bungle. Mr. Bungle, ben oui, ça c'est un autre exemple. Mais Mr. Bungle, c'est comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça encore? Ouais. Mais tu sais, c'était ça. Le but, c'était de déranger par le son. Puis c'était de l'époque aussi où est-ce que t'avais vraiment des affaires qui sortaient du champ gauche, là. Fait que c'est ça, on a créé Overbase, puis c'était... Il n'y avait pas beaucoup de bandes. La scène était minuscule. Il n'y avait personne qui allait jouer en région. Personne. T'sais, c'était super rare. Barf puis Grimm, il allait de temps en temps, puis quand il allait, ça remplissait tout le temps. Fait que nous autres, avec Anonymous, on s'est dit, fuck Montréal. On va s'en aller, puis on va faire toutes les régions à la place. Il y a bien plus de monde là. De toute façon, en ville, tu faisais compétition avec des gros bands qui venaient jouer, toutes les fins de semaine, donc c'était tout le temps plus tough un peu. Fait qu'on s'en allait jouer en région. Puis on prenait des bands locaux pour ouvrir, pour organiser les shows. Puis, fait que on a dû faire certainement tous les sous-sols d'église du Québec. Ah oui, ben Anonymous, c'est le band que j'ai probablement vu le plus dans ma vie. Tu sais. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une année, je les ai vus 6 fois dans ma même année. Ça donnait tout le temps que... Puis tu sais, c'est pas parce que je recherchais, mais c'est comme ça donnait. Ah, ils sont en show, ils sont là, je vais y aller. C'est ça. Puis ça devenait un happening aussi. Là, nous autres, on faisait les shows, puis on croisait le même monde qu'on voyait dans les shows qu'on avait vu 2 jours avant. T'sais. Mais c'est ça. C'était une époque aussi qui était beaucoup comme ça. Le nombre de fois qu'on a embarqué du monde sur le pouce qui s'en allait au show. T'as des belles histoires à raconter, par exemple. Mm-hmm. T'es fait ramasser par des bands au show. Ah ouais, là, c'est sûr qu'eux autres étaient comme « Wow! » Puis le nombre de fois qu'on est tombé en panne aussi. Mais ouais, fait que c'était vraiment... c'était une époque, tu sais, qui était très... on n'était pas beaucoup, on se connaissait toutes, fait qu'on faisait toutes des shows ensemble, tu sais, puis on essayait de pas se piler trop ses pieds. Puis là, moi, j'ai commencé à travailler au Fouf, j'ai commencé quoi, en 93 environ, ouais, 93. Fait que ça aussi, tu sais, c'était une espèce de conjoncture où est-ce que tout le monde, on se voyait tous, on se croisait dans les mêmes places, fait que c'était plus, tu sais, la scène était super vivante à cause de ça, parce qu'on était toujours ensemble, peu importe, là. Ouais, c'était le fun, c'était des belles années. Mais ça roule encore, les Fouf, hein, quand tu vas là. Ouais. Oui, certainement. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de show. Moi, normalement, c'est quand je vais voir un show dans ce coin-là, on va prendre une bière au Fouf avant, mais il y a tout le temps du monde, tout le temps... Oui, les Fouf, ils ont passé... ils ont ouvert en 83. Puis, par la suite, ça a fait... Tu sais, ça a été petit, c'est venu gros quand même assez vite. Puis, moi, quand j'ai commencé à travailler en 93, c'était pas la folie, là. Ça allait pas super bien. Il venait de fermer une fois. J'ai commencé à travailler tout de suite après la première fermeture. Il avait perdu, je pense, il avait fait faillite, genre. Ouais, il avait fait faillite. Fait que ça avait réouvert. Puis ça avait réouvert sous le nom Les Fouf, au lieu d'être Les Foufounes électriques. Là. Puis, mais là, j'avais commencé à travailler à la production, à faire les shows. Parce que c'était les gars qui étaient à prod, puis il y avait comme personne qui s'occupait de la scène locale. Puis moi, je trouvais ça super important de pousser la scène locale, surtout parce que c'était un bar énorme, là.
faut que tu fasses jouer des bandes locaux si tu veux qu'il y ait Ouais. du monde. Là. La fin de semaine, il va y avoir du monde naturellement, mais pas la semaine. Fait que j'avais commencé à bûcher puis à écœurer la direction pour qu'ils me donnent des jours là, que je pouvais booker puis tout. Puis finalement, j'avais une réponse plus ou moins positive de la direction puis de les tu sais, c'était bien fermé, là. Les gars, moi, j'étais une fille. Ouais. J'avais un band, fait que j'avais comme un parti pris, mais eux autres, il y avait toutes des bands, mais ça comptait pas, tu sais. Fait que là, finalement, je me suis écœurée un jour, puis j'étais allée voir le boss, puis j'ai dit, check, j'ai trouvé un programme, parce que, ouais, c'est ça, je travaillais pas assez pour être à temps plein, tu sais, comme pour gagner assez. Fait que j'avais été voir, à l'époque, c'était l'aide, ben, c'était comme le BS, mais c'était plus parce que c'était des programmes, dans le fond. Puis, je leur avais demandé si je pouvais faire un programme pour apprendre à produire des spectacles, puis tout ça, comment ça marchait. Fait que là, elle m'avait dit, oui, il faut juste que tu te trouves un stage. Nous autres, on te paye ton salaire pendant 1 an, tu sais. Fait que là, j'avais été voir mon boss, puis j'avais dit, check, je vais travailler 1 an, gratis, c'est pas toi qui vas me payer. Puis là, moi, je vais booker des shows, puis je vais te faire de l'argent, puis tout. Fait qu'il m'a dit... c'est intéressant. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la prod. Puis là, c'était le fun parce que, tu sais, au Fouf, on pouvait faire n'importe quoi, là. C'était vraiment cool, là. J'ai vu un show, là, je pense, dans toute ma vie. C'était SOD. Ouais. 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 Puis il fallait que je les voie. Ça, c'était un happening. C'était un happening qui Ouais. moi, dans ma tête, je pensais jamais les voir en show, tu sais. Je me disais, ça n'existera pas. Puis dans la même année, Mr. Bungle aussi était venu à Montréal, genre à 2 semaines d'intervalle. Tu sais, c'était l'année des shows que je me disais que je verrais jamais dans ma vie. Ouais, non, c'est ça, c'était... Mais les shows au Fouf, c'est malade parce que c'est 600 places, tu sais. Fait que t'as des bandes, tu sais, Green Day, là... Green Day, on avait le record de monde qui se faisait sortir par show, là. Des affaires de 47 personnes qui se font sortir parce que ça stage dive de la mezzanine. Mais Green Day, il y avait Queens of Stone Age, je les ai fait à 5$ le mardi. Il y avait... comment il s'appelait? C'était-tu Foo Fighters? C'était Foo Fighters, mais je suis pas sûre. Que je regarde dans mes archives, mais comme ils sont toutes passées. Puis la première tournée de Système, on les attendait. On avait même booké, parce qu'on produisait à l'extérieur des Fouf. Fait que là, j'avais booké le medley. Puis c'était Fear Factory, System of a Down. Slayer. Puis Slayer. Ben, je sais, j'ai manqué ce show-là. Ils se sont fait voler les mais instruments. ils se sont fait voler les instruments. Ben, ils sont tous fait voler, tu sais. Puis par après, j'étais avec un tour manager le tour manager de Slayer dans le backstage du Metropolis, puis on jasait de ça, puis je disais, parle-moi-en pas, on était supposés savoir, puis ils se sont fait voler le stock, puis là, ils partent tous à rire, puis ils se regardent, puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on dit, c'est Fear Factory qui avait fait ça pour encaisser les assurances. Sauf que la merde, c'est que System of a Down avait pas d'argent, eux autres, il y avait pas d'assurance. Il y a pas d'assurance. Eux autres, ils ont tout perdu, tu sais, dans cette histoire-là, mais en tout cas, mais c'est ça. C'était super chaud, ça, puis j'étais tellement à bout qu'ils ne soient pas rendus, ouais. Mais après ça, on avait fait, les éternels Guar, puis tu sais, comme ça, ils arrivaient, puis on avait pour 24 heures à préparer à la place, là. Puis après ça, quand ils partaient, on avait 48 heures à nettoyer, mais on avait mis du plastique partout, puis après, on retrouvait dans les moindres cracks. C'était... non, ça doit être impressionnant à voir, par exemple, un show de Guar. Un show de Guar, c'est fou, là. C'est vraiment... Puis surtout dans ce temps-là, tu sais, à Star, on a vu plein... Mais tu sais, dans ce temps-là, on était capable d'avoir Guar Huntsman, Marianne Faithfull 2 jours après, un party l'après-midi avec des peintres puis des enfants qui courent partout, puis le soir, un show fétiche, tu sais. Fait que c'est ça qui était complètement capoté au Fouf, c'est qu'on passait de tous les éventails, de tous les genres de monde, de tout, puis tout était ouvert, tout était accepté. Fait que c'était vraiment cool parce que c'était vraiment le temple de la contre-culture, là. Tranquillement, avec le temps, tout ce qu'on faisait là est devenu mainstream, tu sais. C'est comme Green Day s'est mis à jouer à la radio, populaire, puis tu sais. Fait que là... Puis là, on se faisait comme bouder, où le monde disait « Oh, les Fouf, c'est plus ce que c'est », mais ils comprenaient pas que c'est l'époque qui est plus se caler, tu sais. C'est comme, à un moment donné, tout est devenu tellement gros que c'est sûr que ça pouvait pas rester un bar underground puis être énorme comme ça. On avait une capacité de 2300 ou 2400. Donc ça roule, là, tu sais. Pour
que ça roule, ben, faut que t'ailles large, tu sais. Fait que là, c'est malheureusement moi l'instigatrice des samedis à 1$, puis des... Les 7 pour 1, les affaires. Ouais, non, ben c'était 5$, ou 5$ ou 7$ l'entrée, puis t'avais 1$ la bière. 1$ la bière. Puis après ça, on faisait les open bars aussi, là, tu sais, comme de 8 à 11, c'est open bar. À cause de ces samedis-là, j'ai vu le côté caché d'un de mes amis. Et parce que avec qui je fumais du pot souvent, mais je l'avais jamais vu sous. Okay. Puis j'ai pas aimé la personne que j'ai découvert. Et c'était pas drôle. Mais non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais je me souviens, c'était là. Il a perdu ses lunettes sur le floor. Puis Ah ouais. Mais moi, j'avais des sérieux questionnements de conscience. Certains matins, là, je rentrais travailler, puis là, il y avait du vomi partout. Puis là, j'étais découragée dans mon bureau, puis mon boss, il arrivait, puis il me disait, qu'est-ce qu'il y a? Puis je disais, on va faire une génération d'alcooliques, tu sais. Puis là, il me dit, ils sont venus 4 soirs cette semaine se saouler, là, à cause qu'il y avait des événements, puis tout, là. Puis là, il me disait, mais non, on vend du rêve. On vend du rêve, oui. Mais, tu sais, c'était ça pareil, là. Mais c'est les... T'es jeune aussi, tu sors, tu bois, puis Ben oui. tu fais tes expériences, là, tu sais. Ah, ouais. Fait que ça, c'est ça, là, c'était l'époque Overbase, puis justement, on avait commencé à chanter en espagnol, puis là, un soir, je travaillais à la porte au Fouf, puis Franz, Alain puis Joe sont arrivés, parce que l'autre affaire, c'est que quand je travaillais au Fouf, j'avais commencé à faire engager les musiciens de la scène, parce que on manquait de staff la semaine, puis la fin de semaine, on était correct, on avait tous les étudiants, mais la semaine, on manquait de staff. Fait que j'avais fait... J'allais chercher les gars, puis ben, tu sais, ouais, va appliquer, tu sais. Fait qu'on se ramassait, qu'on travaillait quand même tout au Fouf. C'était cool, ça nous faisait des belles soirées, tu sais. Puis là, un soir, j'étais à la porte, puis Franz, puis Alain, puis Joe sont arrivés, super énervés, puis ils me disaient hey, on a écrit une toune, ça va être malade, c'est pour toi, faut qu'on la fasse en espagnol, faut que tu nous aides, puis tout. Fait que là, j'étais comme, OK, cool. Fait que là, Franz, il avait passé la soirée à côté de moi à me parler, genre, puis là, je veux que ça parle du mouvement zapatiste au Mexique, puis je veux que ça parle de révolution, puis je veux que ça... Fait que là, je suis repartie à mon idée, puis là, j'étais là, OK, je vais leur écrire de quoi, mais là, je me disais, faut que ce soit quand même simple pour qu'ils soient capables de le chanter, puis que j'aille pas dans des mots trop compliqués à prononcer non plus, parce que au départ, l'idée, c'était pas que moi je chante, c'était vraiment que eux autres, ils y fassent, tu sais. Fait que, en tout cas, qu'on m'avait dit. Fait que moi, je travaille les textes. Puis là, il y a un moment donné, Franz, il me dit, viens au studio Victor, on fait la pré-prod. Puis c'était avec Glenn Robinson. Glenn Robinson, c'était un super producer, là, qui avait fait Voivode, entre autres. Puis... Fait que là, j'étais comme super intimidée. Fait que j'arrive au studio, puis là, je disais à Franz, puis à Alain comment la chanter, tu sais. C'était Yabasta. Oui. Puis là, c'est ça, là. Mais là, Franz, il dit, chante-la, voir, pour qu'on comprenne les pieds, tu sais, pour qu'on comprenne comment rentrer. Là, moi, je la chante. Là, et là, la toune a fini, là, je la regarde, je dis, t'as-tu compris? Puis là, ils sont tous, ouais, tu viens de te gagner un billet pour venir enregistrer avec nous autres aux States. Fait que là, j'étais comme, quoi? Là, ouais, c'est toi qui vas chanter. Ça. Comment veux-tu qu'on arrive à faire la même vibe? Puis tout. Fait que là, j'ai dit, OK, cool, tu sais. Puis, fait que c'est là que toute l'histoire avec Grimm aussi a commencé, tu sais. On s'est mis à écrire, on a fait Yabasta. Après ça, on a fait PCP. La Pistolera, c'était-tu? La Pistolera. On a fait aussi une live, là, El Pueblo Unido. C'est ça, là. Puis, Il était solide, cet album-là. Il sonnait. Ah, il était carré, cet album-là. Cet album-là, je l'ai écouté, là, comme ça se peut même pas. À l'époque, je sortais avec Dan d'Anonymous, puis il était tellement à bout. Tu sais, mais je l'ai tellement écouté, ça n'a aucun sens, là. Je l'ai usé, je sais pas comment... J'ai dû en acheter 4 copies, là, parce que il venait trop magané. Il était carré, cet album-là. Mais toute l'expérience, tu sais, où est-ce qu'on est allé l'enregistrer? C'était le studio Time Machine au Vermont. OK. Puis la veille qu'on parte au studio, nous autres, on jouait au Spectrum avec Barf puis Anonymous. Fait que ça a été une super grosse soirée, sold out, gros show, hein? On se revoit après, on fait gros party.
pas le temps de dormir. Moi, Costa, puis une amie, on part, puis on descend au Vermont en char. Puis là, on arrive aux douanes, tu sais, on est moi et Costa dans le même char. Fait que là, déjà, les douaniers sont comme, attends un peu, là. Chantal Arroyo, Costa Alexandrakis, là. Are you Cubans? Tu sais, on était comme, non, on n'est pas cubains. Costa, il dit, ben oui, on a nagé de Cuba jusqu'à Montréal, puis on essaie de rentrer, tu sais. Fait que là, il était comme, non. Fait que là, il dit, là, il faut qu'on fouille le char. Mais comme je te dis, la veille, on était au Spectrum. Puis là, c'était mon char. Puis moi, j'avais fait le ménage, mais j'avais comme pas checké en dessous des bancs à ce point-là. Là, ils ont trouvé 2 papiers à rouler. Ils nous ont vidé le char, là, comme tout enlevé, les tapis, les bancs, tout. On a passé 2 heures, genre, aux douanes. Puis là, après ça, il rentre, puis là, il dit à Costa, viens ici, come here. Donc là, tu sais, il voulait l'interroger, puis tout. Puis là, ils sont en train de mettre le gant, tu sais. Puis là, Costa, il dit, yo, I'm not that kind of Greek. Là, toute la douane part à rire, tu sais. Donc là, ils nous disent, puis là, c'est le début d'Internet. On est en 95. On est en 95. Fait que là, c'est le tout début d'Internet. Là. Les bandes, comme nous autres, on se chicanait avec Martine de MPV pour faire un site web, puis ça coûtait super cher, puis tout. Puis les premiers qui avaient réussi à le faire, c'était les Skunks, tu sais. Fait que là, on était aux douanes. Puis là, il me dit, c'est pour où vous allez enregistrer? Puis là, on dit, au Time Machine Studio. T'sais. Ah ouais, avec quelle bande? Grimmskunk. Fait que là, ils sont tous, oui, grimmskunk.com. Boum, paf! Puis là, ça l'allume, toi, les fleurs de potes partout. C'est comme, oh non. Là, encore un autre fouillage, puis questionnage, puis ça a été super long, mais là, finalement, ils nous ont laissé partir. On est arrivé au studio pour l'heure du souper, là, puis c'était un studio incroyable. C'était de toute beauté. Le Time Machine, en fait, c'est le gars qui a inventé les airbags d'un char. OK. Qui a donné ça à son fils comme cadeau. Son fils, qu'est-ce que tu veux, t'es 18 ans, je veux un studio. Fait qu'il a acheté un super studio, top technologie pour l'époque, dans une country house au Vermont. T'avais une maison avec genre 12 chambres, 12 salles de bain, une énorme maison en bois rond, là, tu sais, vraiment champêtre, super belle. Après ça, t'avais une autre maison que c'était la piscine, pool room, une salle de cinéma, il y avait une arcade, piscine de fou avec le jacuzzi, puis les bains vapeur, bains sauna, il y avait une salle de conférence en haut, ça avait aucun bon sens. Puis après ça, tu avais le studio. En bas, il y avait une collection de guitares de fou. Puis tout le studio, c'était un énorme studio octagonal, là, avec des pièces partout. Puis tout le studio était automatisé. Fait que quand tu touchais un piton, tous les pitons bougeaient en même temps. Puis fait que là, on était comme « wow ». Puis là, on est nous autres, là, la gang de punk de 20 ans. Fait que les autres, ils ont passé quand même 3 semaines, je pense, dans le studio. Nous, on a été là quelques jours. Mais c'est parce que quand on est arrivé, on était moi puis Costa, qu'on s'en allait faire le PCP, puis Yabasta, puis lui, il faisait Perestroïka. Puis, non, il faisait Martha. Puis je m'en souviens parce qu'il écrivait les textes dans le char en montant, puis tu sais, il était en train d'écrire, il chantait, puis, mais on était en train de les écrire, là, avant même de rentrer dans le studio. Puis c'est ça. Fait que là, quand on est arrivé, il y avait quelqu'un qui était payé par le studio pour nous faire à souper. Fait qu'à tous les soirs qu'on finissait le studio, on avait un super repas, là. T'sais. Mais le premier soir, les gars, ils nous attendaient, puis c'était le gros party, puis tout. Puis là, ça l'a dérapé solide, t'sais. Moi, c'est la pire brosse de ma vie. Ça m'est plus jamais arrivé dans ma vie de perdre la carte comme ça. OK. J'ai pas vraiment de souvenir d'avoir enregistré la toune. Pas vraiment de souvenir d'avoir fait des bacs vocales. Je me souviens de pas grand-chose. C'est vraiment en poche parce que c'est une expérience malade, mais j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Puis parce qu'on était assis à la table, on mangeait, puis là, il y avait du vin, plein d'affaires. Puis j'avais pas remarqué, mais Costa, il me resservait tout le temps. Puis c'était du CC, du Canadian Club. Fait que le temps que je m'en aperçoive, je sais pas combien j'en ai bu. On n'avait pas dormi beaucoup, tout. Fait que puis là, on s'est avec les skunks. Fait que c'est sûr qu'on fume un joint, tu sais. Après le souper, pouf! J'ai perdu la map. Je me rappelle pas de grand-chose. Les gars, ils disaient, bah, t'étais comme un ampli, on te traînait, on te laissait dans un coin, tu restais là.
Fait que c'est ça. Mais là, le lendemain, moi, j'étais super maganée, puis je disais à Franz, oh, en tout cas, j'ai mal à la tête, là. J'espère que je vais être capable de chanter les tunes. Il dit, les tunes. J'ai dit, ben, les tunes, là. Il dit, sont faites. Je dis, on a toutes faites. On a toutes faites. Je dis, mais les bacs vocales, tout est fait. On a toutes faites. J'avais zéro souvenir. Puis là, je l'écoutais. Puis là, j'étais comme, c'est-tu bon? Il dit, c'est super bon. Mais c'est sûr, j'étais full dedans. Fait que, ouais, c'est mon souvenir de Yabasta. Ah, mais c'est cool. Ouais. Une belle époque. Mais c'était une belle époque, là, ouais. Justement, il y a un livre qui sort, où il est sorti sur l'histoire du métal des années 90. Ouais, ben, c'est bizarre parce qu'il y a comme 2 livres qui sont en train de se faire en même temps. Il y a une bisbille entre les auteurs, là. Donc, il va sortir 2 livres sur les histoires, mais je suis même pas sûre que ça couvre Grimm tant que ça parce que même nous autres, on était limite dedans parce que c'est vraiment le métal. Tu sais, c'est l'histoire du métal. Okay, là, Grimm, il était pas vraiment... Ouais, c'est ça. Plus, nous autres, ils nous ont rentrés parce que on était dur à catégoriser Overbase, là. Fait qu'ils nous ont rentrés dans le métal pareil, mais c'est ça. On était plus punk hardcore, puis Grimm était plus rock, punk progressif, tu sais. Ah, les gars de genre, des fois. Là. Moi, je suis sur des groupes métal, là, tu sais, Facebook, là, puis là, des fois, ça s'ostine. Ah, c'est pas du métal, ça. Ah non, mais c'est ça. Surtout les métals. Les métals, ils sont tu sais, comme... Quand on faisait les shows avec Anonymous, c'était super payant pour Anonymous parce qu'eux autres, ils venaient piger dans notre public, puis notre public les prenait à bras ouverts. Mais nous autres, les métals, ils nous aimaient pas pantoute. Déjà, on n'avait pas de guitare. Ouais. Fait qu'on se faisait barrer direct en partant. Fait qu'on ramassait souvent les filles, les blonds. Oui, mais il y avait... Moi, je vois, dans mon entourage, il y a beaucoup de monde qui aimait Overbanks, c'est des metalheads, là, ils écoutaient de tout. Moi, je pense que j'avais acheté un album, puis j'ai l'album de Noël aussi qui était sorti à l'époque, là, Noël dans la rue, le premier. Là. Mais non, la plupart du monde autour de moi en écoutait. Ouais, c'est ça. On avait quand même réussi à percer parce que c'était vraiment heavy, tu sais, c'était pas du punk rock, là. C'était vraiment plus proche du hardcore des années 80 là, que du punk rock, tu sais. Mais ouais, c'était ça, puis... Mais c'était, tu sais, on était très indépendants aussi. On avait beaucoup de difficultés avec notre compagnie de disques. Ça marchait pas pantoute. On était tout le temps en train de se prendre la tête avec eux autres parce qu'on était trop rebelles. Ben, pas rebelles, mais on voulait pas se faire imposer rien. Puis on n'aimait pas l'hypocrisie, tu sais. Puis justement, à Noël dans la rue, ça a été le déclenchement d'une grosse partie de nos problèmes avec la compagnie de disques. Puis, à cette époque-là, il faut comprendre qu'il y avait une compagnie de disques québécoise, c'était MPV. Toutes les autres étaient tombées, il n'en existait pas. Fait que s'il n'y avait pas vraiment de moyen d'être en magasin, puis là, Indica a commencé à se faire, mais Indica, c'était majoritairement à l'époque qu'ils l'ont fait, c'était pour Grimm, parce que Grimm aussi venait de se ramasser plus de compagnie de disques, tu sais. Fait que... Puis eux autres, ils s'en servaient pour signer des bandes, faire des échanges, attirer comme The Smalls, puis faire des échanges, ce qui est un super bon modèle, tu sais. Fait qu'il y avait juste MPV, puis MPV, elle nous avait fait signer des contrats comme si on était Éric Lapointe, tu sais. Fait qu'il fallait tout y donner, là, les droits, la merch. Elle ramassait 40% de tout. Donc, puis c'est ça qui... Mais là, nous autres, on arrivait après que Groovy ait signé, tu sais. Fait que là, on est, nous autres, puis Anonymous, à vouloir négocier, puis elle qui nous dit, ouais, mais là, Groovy a accepté ça, vous allez accepter ça, tu sais. Fait qu'on s'est ramassé avec un contrat qu'on n'aimait pas du tout, qu'on n'était pas à l'aise du tout avec. Puis là, les prises de tête ont commencé. Là, on a eu l'idée de faire Noël dans la rue, qui était l'idée à moi, Joël, puis Carlos Ponte, qui faisait partie de l'équipe. Puis... le but, c'était vraiment de ramasser des sous pour les jeunes de la rue, pour qu'il y ait quelque chose, tu sais. Fait que, on l'a déjà, quand on commence à monter la compile, moi, je dis aux autres, il faut absolument que Grimm soit dessus, tu sais. On peut pas faire une compile de la scène locale de Noël, puis pas mettre les skunks dessus, mais là, tout le monde dit, ouais, mais là, les skunks, ils vont vouloir tout l'argent, puis tu sais, c'est sûr qu'on allait en vendre plus si les skunks étaient dessus. On appelle Grimm, évidemment, la chicane pogne entre Grimm puis la compagnie de disques, parce que la compagnie de disques, elle voulait pas lui donner ce qu'il valait, puis bon.
Puis là, fait que là, tout de suite, là, tu sais, les frictions ont commencé. Moi, j'étais plus du côté des Skunks. J'étais d'accord avec leur point de vue, tu sais. Fait que là, après ça, on a fait le show. Mais là, le show, il y avait du monde, là. On était au medley. On était rendu à 2500 billets de vendus, sold out. C'est bien plein à craquer. C'était quand même cher pour l'époque parce que c'était bénéfice, tu sais. Puis là, je m'aperçois que à la fin du show, c'est ça, quand moi j'ai dit super contente, j'ai dit, crime, c'est bien, on va genre donner un genre de 10 000 $, là, ça va être super cool. Puis là, elle est comme, ben non, franchement, tu penses-tu vraiment qu'il va rester 10 000 $? Et là, ben, nous autres, on joue tout gratis, là. Fait que je vois pas pourquoi il resterait pas 10 000 $, tu sais. Fait que là, on a commencé à se pogner solide. Parce que là, elle me disait non, mais là, il y a des frais, puis ce sera pas plus que. T'sais. Fait que là, elle me donne le chèque. C'est un chèque de 2500 $ qu'on s'en allait donner. Mais ça regroupait le show et les ventes de disques. Fait que là, moi, je suis comme non. Moi, toi, si tu veux donner ça, tu vas à la TV, vas-y, mais moi, je vais pas. Moi, je vais pas donner ça. Fait que là, on se prend la tête un peu. Là, finalement, le show est pas fini, tu sais. C'est en train de finir. Fait que moi, je descends. Puis là, on est groovy, tout le monde est là, puis là, on décide de faire, OK, là, c'est ça. Il demande encore un rappel, mais là, c'est fini, on a fait toutes les tunes. Puis moi, sans y penser, je dis, bah, les Skunks sont ici. Ah ouais, les gars, montez, on va faire une tune avec vous autres. Fait que les Skunks, ils montent, puis là, on fait mange la merde. Eh boy! Mettons que la compagnie de disques l'a pris personnel. Puis une semaine après, on se faisait foutre dehors de la compagnie de disques, puis on n'avait plus droit à rien, puis tous nos disques étaient sortis des magasins, puis... Fait que ça l'a un peu miné, parce que c'était poche, parce que là, on jouait à Musique Plus, tu sais, ça commençait vraiment à lever fort, vraiment fort, puis pouf, on s'est tout fait enlever en dessous des pieds à cause de notre chicane, là. Fait qu'on est reparti, on s'est fait notre propre compagnie, on est allé signer sur une autre compagnie à Toronto. On a continué encore quand même plusieurs années. Là. On a fait quoi? Ça, c'était Historias. Fait qu'on a fait 3 albums après quand même avec Overbase. Ça a été une époque difficile. Puis on était un petit peu abandonnés parce que t'avais les Skunks qui avaient leur compagnie de disques. T'avais toutes les autres Groovy, puis Groovy Anonymous qui était resté sur MPV. Puis là, nous autres, ben, on était partis tout seuls, fait qu'on n'était plus ces festivals, on n'était plus ces shows, non, vrai, on n'était plus, tu sais, on se faisait débarquer partout. Puis même si le monde, il nous voulait, là, à un moment donné, ils ont fait le show Noël dans la rue 2, qui était le show Adieu de Barf, là. Barf qui meurt puis qui revient tout le temps. Puis là, je voulais pas jouer, mais tout le monde, puis le Marc était comme, ben là, il faudrait que vous jouiez, ça serait vraiment important que vous jouiez. Fait que là, on a dit, OK, c'est beau, on va le faire. Puis encore là, tout le monde s'est fait payer en cachet, nous autres, on s'est fait payer en disque. Elle est venue nous donner nos disques. Fait que, tu sais, c'était extrêmement frustrant, là. On avait beaucoup un goût très amer de toute cette époque-là, là, quand on a décidé de... Tu sais, on continuait Overbase, là, c'était 2003 peut-être, ouais, 2002-2003, rendu là, on était essoufflés, on venait de sortir un autre album, mais on était tellement tout seuls, tu sais, la compagnie de disques qui nous distribuait était en Europe puis à Toronto, là, on n'avait aucun support, puis tous les autres événements, à part ceux que je faisais au Fouf, il n'y avait pas moyen de rentrer dedans, fait que on s'est un peu essoufflés. On a quand même été faire une ou 2 tournées au Mexique, je me souviens, 2, je pense. Que là, c'était comme... Ça avait fait du bien quand même, parce que c'est complètement une autre scène, c'est une autre affaire, là. Quand t'es habitué de tourner au Québec, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, tu sais, il y en a, mais tu fais des shows, tu fais 300-400 personnes, c'est cool. Écoute, on arrive au Mexique, là, c'était des 2-3 000 personnes, puis le gars, il s'excuse parce qu'il dit qu'il n'y a pas assez de monde. OK. Ça avait aucun sens, là. On se faisait... On signait des autographes pendant 3 heures. Tu sais, le monde était fan comme ça se pouvait pas, là. Puis, mais c'est tellement différent comme scène, c'est tellement élevé, tu sais. Le premier show qu'on a fait, les bands, ils venaient, les autres musiciens des autres bands, ils venaient nous voir, puis ils disaient... tu sais, prenez-le pas personnel, là, si ça se passe pas bien, c'est des choses qui arrivent, tu sais, puis si vous commencez à recevoir des bouteilles, là, comme...
débarquer du stage, tu sais, comme, restez pas, essayez pas de faire les toughs, restez pas. Là, moi, j'étais comme, quoi? Attends, là, attends un petit peu. J'ai pas fait 5000 km, asti. Puis pour venir me faire tirer des bouteilles, là, c'est quoi cette histoire-là? Que les autres disent, non, mais tu sais, c'est comme ça, le public mexicain, il est pas très... J'étais comme... Puis, le trip souvent au Mexique, c'est qu'ils vont te faire jouer dans un genre de bar, que c'est un open bar, puis que c'est de la musique de discothèque qui joue normal, puis à un moment donné, pouf, ils coupent la musique, ils mettent un band. Puis là, c'est comme dans un film, là. On est 30 pieds dans les airs, c'est une cage, on joue littéralement dans une cage, puis là, on était là, pourquoi la cage? Ben parce que le monde te pitch des bouteilles. fait que t'es dans une cage en métal, tu sais, avec des grilles de métal. Tu vois à peine qu'est-ce qu'il y a en bas. Puis là, puis il y a du monde. Puis tout le monde est sous-mort, c'est un open bar, là. Dans tout, là, dans le fort. Fait que là, t'es comme, OK, faut que tu joues. Que là, nous autres, ils nous le droppaient là, on jouait, on faisait 3, 4, 5 tunes, 6 tunes. Yeah! 7 tunes, OK, c'est bon, on arrête. Tu sais, parce que tu joues une demi-heure, pas plus. Oui. Puis, mais tu sais, ça marchait super bien, on était chanceux. Fait que là, on était comme, bon, finalement, vous êtes, tu sais, franchement, les Mexicains, vous avez fait ça pour nous niaiser. T'es là, non, c'est parce qu'ils vous ont aimé, puis c'est cool, mais ça se passe pas tout le temps de même, tu sais. Puis là, le lendemain, on était comme, ben, on va aller voir, là. Il y avait, comme, c'était un festival, puis il y avait d'autres bandes qui jouaient. On va voir. Hey, à la première tourne, là, on voit une bouteille, 2 bouteilles. Puis là, le gars, je sais pas, la bande, il venait de où, des States. Il commence à les engueuler, là. Les bouteilles qui revolent la vitre partout. Puis là, je me retourne. Puis là, mon band sont en train de tirer des bouteilles. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on s'est laissé emporter par l'ambiance. Par l'ambiance, ça, c'est ça. Mais, tu sais, après, j'ai vu, avec Collectivo, tu sais, on a tourné beaucoup au Mexique après. Puis là, j'ai vu des gros bands, là, se faire débarquer, là. C'est pas facile, là. Genre Sergent Garcia, je sais pas si tu connais Sergent Garcia, mais c'est un band français avec des Cubains, genre un band à la Manu Chao, là, qui sont 15 sur le stage, c'est des total musiciens, mais ils sont fake, tu sais, c'est du monde payé pour jouer, ça. Fait que les Mexicains, ils t'offrent pas ça 2 secondes, okay. Là. Fait que, si c'est pas authentique, ils n'aiment pas ça. Si c'est pas authentique, c'est comme... ça passe pas, tu sais. Fait que c'est ça, ça rend le monde bien nerveux puis bien humble, hein. Tout d'un coup, t'as pas l'ego qui te pète, là, quand t'es sur le stage, là. J'avais entendu aussi que son public très tough aussi au soccer. Ah ouais, ouais. J'ai entendu des histoires. Il y a 2 semaines, là. Ben, je l'ai entendu parler, j'ai pas vu, mais bon, tout ce qu'ils peuvent garrocher sur le... Ah non, c'est ça, là, puis c'est pas de farce, ça. Tu sais, c'est un... L'autre chose qui est différente au Mexique, c'est que t'as 60% de la population qui est en bas de 30 ans. C'est complètement un autre game. Ah oui. C'est qu'il y a des jeunes partout. Mais c'est pauvre, c'est violent, il y a beaucoup de cartels. La vie vaut pas grand-chose. Fait que c'est sûr que si t'écœures quelqu'un, il va te pitcher une bouteille dans la face. J'étais en train de transférer un gars justement de Mexico, puis il s'en vient travailler pour moi à Windsor. Ouais. C'est un long processus, là. J'imagine. J'ai ce rôle-là depuis 1 an de directeur. C'est ma première ride d'immigration. Ouais. Ah non, c'est du fun. Beaucoup de fun. Ouais. Écoute, nous autres, on a fait... après, tu sais, comme... Après, quand on a tourné avec Overbase, on a trippé. Vraiment beaucoup. On a vraiment beaucoup aimé faire des shows au Mexique. Puis, un hiver, je suis retournée avec ma mère puis mon frère. Puis on était dans un restaurant. Puis les gars du resto, super cool, tu sais. Puis ils ont venez prendre un verre avec nous autres après. On va aller au bar, on va vous montrer c'est quoi la vie nocturne. On était à Puerto Vallarta. Fait qu'on va au bar après. Puis là, eux autres étaient comme, ouais, tu fais de la musique. Ah, ben là, va donc faire une toune. Fait que parce que les Mexicains sont comme ça. Ah, tu chantes, va chanter, tu sais. Fait que moi, je disais, Puis là, mon frère, il dit, je vais t'accompagner. Mon frère, il joue de la guitare quand même super bien. Il dit, je vais t'accompagner, je vais le faire avec toi. Mais ça, là, comme n'importe qui connaît mon frère, il va se dire que ça se peut pas parce que mon frère, il est excellent derrière la caméra. Mais aller sur un stage jouer, c'est comme pas lui. Fait qu'on n'était pas pire sur le party pour qu'il décide de monter, tu sais. Fait qu'on va jouer, mais là, nous autres, tu sais, comme... On dit, qu'est-ce qu'on fait? On est au Mexique. Patrick, il dit, on va faire la bamba, mais version Overbase Anonymous, tu sais, version métal, tu sais. Fait qu'on part la bamba, puis on la fait. Puis là, ma mère, elle vient aussi, parce que ma mère, elle joue de la guitare super bien. Fait que là, ma mère, elle rentre, puis elle pète le solo de guitare. Le bar est en feu, mais tout le monde... Mais c'est un bar de Mexicains.
Fait que là, on est en train de le jouer de la musique mexicaine rock, heavy, puis tout le monde jump dans les airs, puis le party est pogné raide. Fait que là, ça redescend, puis là, mes amis qui ont le bar, ils disent, ben là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'attends? Fais-toi un band, puis viens jouer, là. Voyons, on va te louer une maison, viens jouer pendant 2 semaines. Fait que moi, je suis comme, ah, ouais. Genre l'hiver, là? Ben oui, l'hiver, viens cet hiver, là. Fait que là, t'as peu. Fait que là, je me mets à réfléchir à ça, puis ma mère, elle me dit, ben oui, tu devrais, t'as de la famille partout, on peut s'arranger, ça va pouvoir, tu vas te faire un petit réseau de tournée, puis tout. Non, c'est pas fou, tu sais. Fait que là, je reviens ici, mais là, j'étais comme, Overbase, ça marchera pas, tu sais. Pas jouer dans un club, dans une station balnéaire où ce que le monde vont là pour fêter, tu sais, c'est ça, c'est comme ça prendrait du reggae puis de la musique latine, tu sais. Fait que là, je reviens, puis là, je commence à parler avec Blackie, à l'époque, qui était un de mes grands chums, là, avec qui je me tenais beaucoup. Puis là, on retourne au Mexique. On se rachète des billets, puis on redescend au Mexique, tu sais. Fait que là, on se promène dans les bars, on check ça, là, on monte les dés, on revient ici, puis là, on fait le tour, puis on va ramasser. On va voir toutes les bandes. Puis là, mais je m'en vais voir tous les leaders, parce que c'est eux autres que je connais le mieux, tu sais. Puis là, je savais que Joe, il est en train d'apprendre l'accordéon. Fait que j'ai dit, tu sais, ça te tente-tu de venir jouer de l'accordéon dans le collectif, tu sais, on se fait un band là, pour aller jouer au Mexique, pour aller faire des shows, faire du reggae l'hiver, puis tu sais, comme genre décembre, janvier, quand c'est mort, là. Ah ouais? Ah ben ouais, OK. Fait que là, tu sais, je vais chercher un par un de même, puis là, je me dis, avec qui j'aimerais jouer? Ah, avec lui, puis avec lui, puis avec lui. Puis là, je dis, à un moment donné, il y en a qui vont dire non, ou ça marchera pas. Puis là, on s'est ramassé 15. Puis là, est né Collectivo. Fait que là, on a décidé Puis on est parti... les premières 2 semaines, on est parti au Mexique. On avait pas d'album. On avait 3 tunes originales. Puis on avait monté une 15aine de covers, mais qu'on avait adapté, tu sais. Puis... Musique Plus, c'était avec nous autres, genre, là. Ils sont venus 2 semaines filmer tout le trip qu'on a fait là-bas, puis tout... Puis il avait organisé plein d'affaires, mais là, ça a fait comme un engouement parce que juste à l'aéroport, là, t'arrives, t'es 15 musiciens avec le stock. Puis là, t'es comme, ça attire l'attention, là. N'importe où ce qu'on allait, tout le monde était, c'est qui ça? Vous êtes qui, vous autres? Vous êtes un band, c'est sûr, déjà, on est 12 couleurs différentes. Fait que là, tout le monde était comme, ah, c'est quoi ça? Fait qu'on ramassait du monde dans l'avion pour s'en aller là-bas, tous les touristes, vous allez jouer où? Fait que là, tu sais, puis là, mes chums là-bas, leur famille, la sœur, a travaillé à la ville, fait qu'ils nous avaient booké 2 shows en plein centre-ville aux Arches, qui est l'endroit mythique de Puerto Vallarta que tout le monde, quand tu vas là, tu le vois, c'est les 3 arches, mais tu joues, puis t'as l'océan derrière, puis t'as la ville devant toi, puis c'est une énorme place, là, tu sais, c'est un genre de mini amphithéâtre, là. Fait que, puis pendant que tu joues, le bateau de pirate, il vient en arrière, puis il pitch des feux d'artifice, là. C'est comme le rêve, tu sais. Fait que dans Musique Plus, c'était comme, waouh, on était en train de jouer, tu vois les feux d'artifice en arrière, la foule, le monde. Puis là, ça lève, là. Mais ça lève, là. Collectivo, les Mexicains, ils capotaient, là. Ils capotaient comme des fous. Fait qu'on s'est ramassés, on a joué 2 semaines. On jouait à tous les soirs, puis on se faisait booker, là, genre, on était en train de jouer, puis il y a quelqu'un qui venait voir Esteban, qui était notre manager, puis il disait « Hey, moi, j'ai vu demain! » « Ouais, mais il joue demain. » « Ben, demain après-midi! » Fait que là, on jouait l'après-midi, puis le soir, là, tu sais, comme, ça finit. Puis les Mexicains, c'est le même, tu sais, c'est comme, tu bookes pas un show 6 mois d'avance, ils vont faire la pub 1 semaine avant. Fait que, tu sais, donc, puis là, on s'est ramassé comme facilement un gros fanbase, mais de locaux, tu sais, en plus des touristes. Fait que là, quand on est revenu ici, tous les Québécois qui nous avaient vus là-bas au Mexique, ben là, ils en parlaient ici. Plus Musique Plus. Plus Musique Plus, plus tout. Fait que ça a levé super vite aussi. Puis bon, on était 15, c'était le super band de la scène locale, tu sais. Fait que Collectivo, je pense que notre 4e show, on faisait le Spectrum, là, tu sais. Puis c'était plein, là. Fait que ça a vraiment parti d'un coup vite. Puis le premier album, dans ce temps-là... pour un album local, là, démo, parce que c'était un démo, il y avait 8 tonnes dessus, on en a vendu 10 000, 12 000 copies, là. Fait que c'était vraiment... il y avait un gros engouement, là. Puis là, à partir de là, on s'est mis à aller jouer au Mexique pendant 7 ans, à tous les hivers, des 2-3 mois de temps, là. On passait nos hivers au complet, là-bas. Fait que ça a été un apprentissage de fou, parce que
les 2 dernières années, on y allait avec le bus. Là. On partait avec le bus d'ici, avec tout le stock dedans. Nous autres, on descendait, le band venait nous rejoindre, on faisait toute la tournée au Mexique. Là, le band repartait, puis là, nous autres, on remontait le bus jusqu'ici. Là, fait que on a fait du kilomètre. Oui. Mais c'est ça, on a joué pour Bernard Landry puis sa femme sur la plage. Il était toute une délégation du Québec qui était venue nous voir à Playa del Carmen parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait un band du Québec qui jouait. Puis le premier ministre, là, il est sur la brosse avec nous autres, puis qui chante du Bob Marley. Fait que c'était vraiment... on a eu des super belles expériences puis des belles aventures. Faire le Mexique à grandeur aussi, avec tes chums, là. Pendant 3 mois, on louait des maisons, on louait des hôtels. On prenait l'hôtel au complet parce qu'on était trop de monde. T'sais. Quand tu fais de la tournée de même au Mexique, moi, la première affaire qui me vient en tête, c'est sécurité. Là. Je veux dire, vous êtes avec un tour bus. Ouais, c'était vraiment élevé. On s'est fait tirer dessus. On s'est fait suivre tout seul quand on était à Saltillo. On a vraiment eu peur. Là. C'était vraiment stressant. Quand on a arrêté, là, en 2007, quand on a arrêté, c'était trop élevé. Les groupes mexicains avec qui on jouait là-bas, ils nous disaient qu'eux autres, ils feraient plus de tournée parce qu'ils se faisaient faire les... Comme tu finis de jouer, puis le cartel arrive, puis il part avec l'argent de la porte. OK. Puis sinon, ils fermaient les portes, là. Ils nous enfermaient. Il y a des places à Mexico qu'on jouait, puis ils nous laissaient... Il était 2h de l'après-midi, on était toute la gang, on voulait aller au dépanneur, ils nous laissaient même pas aller au dépanneur. Il était comme, non, qu'est-ce que tu veux, on va y aller. Fait que, tu sais, c'était avec des gardes, avec des mitraillettes, quand on joue dans un ghetto. C'était rock, là. C'était vraiment rock. Mais tu sais, d'un côté, t'as la perception tout le temps que tu vas être correct parce que t'es un touriste ou t'es Canadien, tu sais. Fait que... il y avait ça qui nous protégeait un peu parce que, veux pas, t'es tout le temps entouré, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais il y a des places là, que c'était limite, là, des raids. C'est grand le Mexique aussi. Fait que juste là, voyager, puis l'affaire, c'est qu'après 6h, 7h le soir, c'est pas très recommandé d'être sur les autoroutes, t'sais. Mais quand tu fais de la tournée, puis t'es un band, puis juste arrêter au dépanneur, t'es 15, là. T'arrêtes, là, t'en as pour 45 minutes parce que tout le monde prend 5-10 minutes pour faire quelque chose, puis ça y est, t'es en retard, t'sais. Fait qu'on s'est ramassé souvent à rouler trop tard le soir ou est-ce qu'on n'avait pas à manquer de gaz parce que ça te dit que la station de gaz est là puis t'arrives, la station de gaz elle n'existe plus depuis 20 ans, tu sais. Fait que c'est ça. Là, la dernière année a été très, 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 très stressante. Là. Fait que là, c'est là qu'on avait décidé qu'on disait si on y retournait, on retournait mais en avion, on retournait pas avec le bus, tu sais. Mais ça nous a quand même fait faire beaucoup de shows, beaucoup de beaux spectacles. On a fait de la Foire du Livre, où est-ce que c'était le Québec, puis c'est nous qui a fait de la fermeture, le gros spectacle de fermeture. Mais tu sais, il y avait eu Gilles Vigneault, Ariane Moffat, tous les gros noms, les Respect, tout le monde était là, mais c'est Collectivo qui a fait de la fermeture parce que c'était ça que le Guadalajara voulait, là, parce que c'était nous autres, les vedettes pour eux autres. Là, t'sais. Mais c'est ça qui était comique. Là. T'arrives au Mexique, t'es avec les Respect, là, t'sais. Puis nous autres, on avait notre fan club là, qui nous attendait avec les pancartes, qui hurlaient notre nom, puis les gars des Respect étaient comme « Aïe, aïe, Collectivo, qu'est-ce qui s'est passé? » Nous autres, on était là « on le sait pas. Apparemment, on a un fan club, là, puis c'était toutes des petites filles, là. Les Mexicains, quand ils t'aiment, là. » Fait que c'était bien. On a eu du bon temps. Excellent. Puis là, maintenant, t'es... Ouais, maintenant... Ouais. Directrice et copropriétaire de ouais, la clinique La Croix-Verte. Quand on est revenu justement de cette tournée-là en 2007, ça avait été super difficile au niveau personnel aussi. Je suis revenue tôlée parce que c'est souvent moi qui faisais tout le financement puis qui allait chercher l'argent. Puis avec le Mexique, quand tu fonctionnes avec des subventions, où est-ce qu'il faut que tu payes, puis que tu aies des preuves de paiement, puis que tu te fasses payer avec des chèques, marche pas tellement bien. Non. Fait que quand je suis revenue de la tournée, la moitié de mon financement avait été refusé parce qu'ils acceptaient pas les paiements, puis ils acceptaient pas qu'est-ce qu'on avait eu comme... Fait que ça m'a mis vraiment beaucoup dans le trouble d'un point de vue financier. Ça allait vraiment pas bien. Fait que j'ai commencé à travailler comme courrier. Je faisais du courrier... en vélo, ben c'était l'hiver, fait que je le faisais en char.
Puis j'ai croisé Boris. Je me cherchais de quoi, puis lui, il avait besoin d'aide parce que à l'origine, le club Compassion avait été fondé par les deux Carolines, Louise Caroline puis Caroline Doyer. Les deux filles avaient fondé le club, les gars avaient fondé le Parti Marijuana et le Café Marie-Jeanne, qui était en face du poste de police. Les filles s'occupaient des malades, les gars faisaient le café, puis ils faisaient toutes les manifs, puis tout. Fait que il avait été ouvert en 99. Moi, en 98, en revenant d'un show d'Overbase, j'habitais sur Ontario puis Panay, puis il y avait un échange de seringues en bas de chez nous. Puis un soir, il était comme 5 heures du matin, j'allais promener mon chien, puis elle s'est mise à jouer avec un sac. J'ai pas vu où elle avait ramassé le sac, parce qu'elle avait comme tourné le coin, puis elle était avec sa laisse, fait que je l'avais pas vu. Quand je suis arrivée, elle avait le sac déjà dans la bouche, j'ai voulu y enlever, elle a tiré dessus pour jouer, puis ça m'a piqué à la main. Quand j'ai regardé dedans, il y avait 12 seringues full blood. Fait que là, l'échange de seringues était fermé parce que c'était un congé férié. Fait que c'est pour ça qu'il avait droppé les sacs. Fait que là, je me ramasse à l'hôpital. Là, à l'hôpital, ils me disent, sont positives à l'hépatite. On ne donne pas le choix, on va te donner la trithérapie. Fait que là, ils m'ont donné la trithérapie. En 98, c'était 28 pilules par jour, grosses comme mon 28 pouce. Par jour? Par jour. 3 shots de 7, là. Oh. Puis une shot avant de te coucher. Donc, autrement dit, 4 shots. Fait que c'était... Puis là, oublie ça, là. Tu sais, c'est comme... J'étais malade. Je travaillais au fouf à mon compte. Tu sais, j'étais comme travailleur autonome. Fait que je pouvais pas, j'avais pas d'assurance, je pouvais pas manquer. Ça coûtait 1000$ de médicaments par mois. En fait, ça m'aurait coûté ça par semaine, mais heureusement, ma mère avait une assurance. Fait que ça me coûtait 1000$ par mois. Puis... au bout d'une semaine, j'avais perdu 10 livres. Là, je me vomissais le cœur. J'étais pas capable de rien avaler. Je trouvais ça vraiment difficile. Puis là, je retourne à l'hôpital, puis je dis au médecin, je dis, je pourrais pas faire la trithérapie, là. Je t'offrais pas, tu sais, je survivrais pas, là. Le but, c'est quand même que je survive, là. Fait que là, il me dit, viens avec moi, tu sais. On sort du bureau, puis il me chuchote, faudrait que tu fumes du pot. Je dis, quoi? Il dit, faudrait que tu fumes du pot. Je dis, attends. On est en 98, c'est totalement illégal. T'sais. Fait que là, je dis, là, tu me dis que je devrais fumer du pot pour être capable de prendre tes médicaments, mais c'est pas légal. T'sais. Il dit, ouais, je le sais, mais toutes les gens qui sont séropositifs, c'est ça qu'ils font parce que ça les aide à toffer la médication, puis tout. Là, je sors de là. Moi, j'étais déjà militante, j'étais déjà consommatrice, puis tout, mais j'avais comme pas réalisé qu'il y avait du monde malade qui en avait besoin, tu sais. Fait que j'avais comme pas... Oui, je l'ai entendu parler, mais c'était pas venu encore assez proche de moi pour que je comprenne l'importance que ça avait. Puis là, fait que c'est ça, j'avais été voir les filles à l'époque qui avaient ouvert le club, puis ils m'avaient dit, oui, on a plein de monde qui l'utilise pour ça, puis tout. Fait que j'avais dit, OK, tu sais, correct, je vais le faire. Fait que, bon, j'avais pas eu besoin d'aller au club parce que j'étais bien entourée. Mais ça m'avait un petit peu fait réaliser ça. Puis là, je m'étais mis à m'impliquer beaucoup plus. Heureusement, grâce à quand même, tu sais, ça m'a permis de tolérer la médication, de dormir, de bien manger. Mais après, tu sais, j'ai comme réalisé aussi que moi, j'étais chanceuse, je connaissais du monde, puis j'avais eu du bon stock, puis tu sais, il était clean, puis tout. Mais je me disais, les gens qui n'ont pas ça, tu sais, comme, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont? Puis là, il y avait le Club Compassion, puis là, j'avais parlé un peu avec Boris. Mais pas tant. Mais quand je suis revenue de la tournée en 2007, là, on avait fait plusieurs marches, on avait déjà organisé des affaires. Mais là, j'avais le goût de m'impliquer dans quelque chose. Je venais de donner énormément d'énergie à Collectivo, puis ça m'avait mis beaucoup dans le trouble financièrement. Puis j'étais comme... Je me disais, à l'âge que je suis rendue, là, j'avais quand même 32 ans, je me disais, je peux pas... plus que ça. 36, 37. J'étais là, je peux pas continuer... À pitcher mon énergie comme ça, de même pour traîner du monde en tournée qui sont sur la brosse pendant 2 mois. Là. Fait que, puis là, j'étais comme, faudrait que je mette mon énergie à aider du monde vraiment qui en ont vraiment besoin. Puis je voulais, sincèrement, moi puis mon chum, on avait commencé des démarches pour s'en aller, genre en Afrique ou travailler en Amérique du Sud ou faire quelque chose. Mon chum, c'était le tour manager de Collectivo, mais il est bulgare, il parle 5 langues, tu sais. Fait que c'était quand même
facile là, d'aller n'importe où. À nous deux, on est capable de se débrouiller dans plein de langues. Fait que on était en train de regarder ça, puis là, Boris m'a sorti comme, ben, viens m'aider, tu sais, j'ai besoin d'aide, le club est en pleine expansion, j'ai besoin d'organiser tout ça. Puis moi, j'étais comme, ben, c'est pas à cause, tu sais, je veux dire, faut bien que quelqu'un s'en occupe de ce cause-là aussi. Ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'impliquer beaucoup. Puis ça n'a pas été trop long que j'étais impliquée par-dessus la tête. J'étais allée ouvrir l'autre club à Québec parce qu'on avait beaucoup trop de monde à Montréal. On avait plus que 5000 patients à Montréal. Fait que ça commençait à faire beaucoup de monde. Puis à cette époque-là, ça commençait. Tu sais, la majorité du monde qui venait chercher du cannabis, c'était du monde qui en avait déjà consommé. Fait que c'était pas tant problématique. Mais on commençait à avoir des cas où est-ce que c'était des personnes qui avaient le cancer qui en avaient jamais pris ou qui en avaient pris quand ils étaient jeunes. Mais là, qui avaient plein de médicaments. Tu sais, fait que là, ça devenait un petit peu plus complexe à gérer, tu sais. Puis là, on a ouvert Québec pour désengorger Montréal. Ça a fait pire. Ça a comme... les deux clubs ont explosé. On avait full monde à Québec parce que là, on desservait vraiment toute la région plus loin. Puis Montréal avait remonté dans le francophone parce qu'en faisant Québec, mais ça avait fait de la promo. Puis là, fait que là, les deux clubs marchaient. Là, c'était les centres compassion, puis t'avais le club compassion parce qu'il y avait eu une petite chicane dans la gang. Okay. Fait que c'est ça, tu sais. Donc là... mais là, ça montait partout. Tu sais, les États-Unis commençaient à en parler beaucoup. L'Ouest canadien en parlait de plus en plus. Dans ce temps-là, à Toronto, il y avait 4-5 clubs, mais c'était pas la grosse affaire. Fait que là, il y a des anglophones du monde de l'Ouest canadien qui sont venus ouvrir genre 12 clubs en 6 mois. Tu sais. Puis... eux autres, ils se cachaient dans le compassion en disant que c'était de la compassion, mais dans le fond, ils vendaient du pot tout simplement pour... Il y avait plein de skateux, puis c'est comme... Oui, ils se sont blessés en skate, là, mais ouais. c'était pas du monde malade comme nous autres, on avait au Club Compassion, tu sais. Fait que là, ça l'a attiré beaucoup l'attention parce que eux autres, la culture 420, qui s'appelait Culture 420, ils étaient baveux. T'sais. Ils allaient au conseil de ville de la Chine, puis ils allaient écœurer le maire de la Chine en lui disant « Ah, moi, je fume un joint, puis je suis capable de sauter après quand j'ai de la misère à marcher. » Puis là... Mais il était installé à côté d'une garderie. Il y avait des line-up de 30 personnes avec l'argent dans les mains qui écoutent du hip-hop, tu sais. Puis là, à la Chine, c'était l'ancien ministre de la Sécurité publique, genre, qui était là. Okay. L'ancien haut fonctionnaire de la Sécurité publique. Fait que lui, il a fait 3 appels, puis on s'est tous fait arrêter. Ouais, fait que ça a été ma première arrestation massive qui a eu lieu, c'était en 2010. Mais moi puis Mike, mon conjoint, on avait le club à Québec, mais quand ils ont enquêté le club à Québec, on était à Montréal, parce qu'on était en train d'aider pour monter la marche. Puis là, après ça, quand ils ont enquêté Montréal, on était retourné travailler à Québec. Fait que nous autres, on est comme passés en dessous du radar. Ils savaient qu'on a été reliés, mais ils savaient pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait, là. Fait qu'on n'a pas été accusés. Mais on était quand même... Tous nos employés étaient accusés. Nos employés de Québec, les employés de Montréal étaient accusés. On était genre 17 ou 18, là, en tout, d'accusés dans notre organisation, plus tous les autres clubs qu'il y avait. Je pense ça pétait le 50, là. Okay. Fait que là, ça a été quand même intense parce que nous autres, on était arrêtés à Québec, fait qu'on était comme plus sévère que Montréal. Québec étant toujours un petit peu plus sévère, fait que on n'avait pas le droit de se parler, on n'avait pas le droit de se voir pendant des mois. Tandis que Montréal, ça avait duré comme 3 semaines, 1 mois. Puis après ça, tout le monde pouvait se parler. Puis mais nous autres, avec les employés de Québec, ça avait duré des mois et des mois. On ne pouvait pas y voir, on ne pouvait pas se parler, on ne pouvait pas avoir des communications autres qu'avec les avocats, tu sais. C'est là que tu t'aperçois que la justice peut t'enlever ça, là. Tu sais, le droit de parler à tes amis, puis à du monde que t'aimes, là, que du jour au lendemain, pouf, tu peux plus y voir, tu peux plus communiquer, parce que sinon, tu peux t'en aller en prison, tu sais. Fait que... ça a été pas mal rock, toute mais surtout le fait qu'il a fallu qu'on réouvre, parce que il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de SQDC, il n'y avait rien. Non. Puis nous autres, on avait des milliers et des milliers de personnes qui en avaient besoin pour survivre, pour fonctionner. Oui. Fait que 3 semaines après, on était obligé de réouvrir Montréal. Puis là, on réouvrait à tous les jours en se disant, bon, mais on va se faire arrêter, Fait que, tu sais, ça a été 2 ans comme ça. Puis là, au travers de ces 2 ans-là,
moi, en plus, ma mère a fait un méga AVC. Donc, elle est devenue aphasique. Là, il fallait que je m'occupe de ma mère, qui parlait plus, qui était plus vraiment, tu sais, comme, elle est complètement là, mais elle parle plus. Donc, il faut que ce soit moi qui parle, qui s'occupe. Fait que là, tout d'un coup, pouf, t'as 2 vies à gérer complètement. Fait que là, là, t'as le club, de tout ça, mais là, je le voyais que ça l'aidait aussi, tu sais. Comme, de temps en temps, j'y en donnais, puis je voyais une grosse différence dans son attitude, dans ses mouvements, dans tout, parce elle a été paralysée du côté droit pendant un certain temps. Fait que là, j'y donnais de l'huile, puis tout d'un coup, sa petite patte, ben, elle traînait moins, puis elle avait moins mal, son bras levait plus haut, tu sais, tout. OK, tu sais, là, après ça, mon chum, qui avait 32 à l'époque, il me dit, ouais, là, je suis assez vieux, là, c'est assez, je vais arrêter de fumer, tu sais. Je vais passer à d'autres choses, là, on va arrêter de fumer du pot. Il décide d'arrêter de fumer, 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, le 7e jour, je le ramasse en convulsion dans le lit, genre, mais convulse solide, obligé d'appeler l'ambulance, part en ambulance, convulse dans l'ambulance, arrive à l'hôpital, convulse, sous-intraveineux, convulse. Là, le neurologue est là, puis il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben, rien. La dernière fois qu'on est sorti, c'était début janvier. C'est au jour de l'an, là. Ça fait comme 4 jours. On n'a pas bu. Là, il dit, il a changé quelque chose. C'est sûr qu'il a changé quelque chose drastiquement. Je dis, ben, il a arrêté de fumer du pot. Là, il dit, il a arrêté de fumer du pot. Je dis, oui, ça fait combien de temps qu'il fumait? Je dis, je sais pas, depuis toujours, forever. Tu sais, je dis, Mike, depuis quand tu fumes? Il dit, depuis que j'ai 11-12 ans, tu sais. Fait que finalement, on s'est aperçu qu'il était épileptique, mais on le savait pas parce qu'il fumait. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, on s'est aperçu que ça l'aidait vraiment beaucoup de monde, puis qu'il y avait personne qui gérait ça comme faut. Fait que là, on est allé chercher, à force de parler avec du monde, de servir des patients, tout d'un coup, tu te mets à toucher à tous les rangs de société, tous les types de personnes. Là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'on pensait qui l'utilisait puis qui savait plus qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette plante-là. On vient de vivre 90 ans de prohibition. Exact. T'sais, on sait plus qu'est-ce qu'il y a dans n'importe quelle drogue, sauf le cannabis. Fait que c'est n'importe quoi, t'sais. Donc, on s'est mis à chercher des gens qui connaissaient ça, puis essayer d'avoir des renseignements. Puis là, on faisait des inscriptions qui étaient beaucoup plus poussées, avec beaucoup plus de détails. Mais, tu sais, dans ce temps-là, on faisait des biscuits, puis on écrivait fort, moyen, puis faible. Oui. On n'avait aucune idée de... Fait que là, on s'est mis à jaser avec des gens plus sérieux, des infirmières, des diététiciennes, des nutritionnistes, des biologistes, Puis là, on avait comme un concept qui se montait. C'était Harper qui était au pouvoir. Puis lui, ben, tu sais, d'un côté, tu avais le gouvernement parce qu'en 2001, la Cour suprême, elle a imposé au gouvernement de faire un programme de cannabis parce qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait un usage médicinal. Il fallait qu'il y ait un accès encadré, sécuritaire, puis abordable. Fait que là, les libéraux voulaient le faire depuis longtemps. Ils l'ont mis en place, mais c'est Santé Canada qui a reçu le mandat. Là, Santé Canada faisait pousser du pot dans une usine à Flin Flon, au Manitoba. Pas dans une usine, dans une ancienne mine désaffectée. Fait que déjà, c'est comme douteux. Puis là, il l'irradie après parce qu'il y a de la moisissure, tu sais. Fait que là, tu vends du pot irradié à du monde qui font de la chimio. Tu vends du pot moisi, irradié. Moisi, irradié à du monde qui font de la chimio. Fait que ça n'a aucun sens. Fait que puis là, ils vendaient ça 4-5$, mais c'était sec, puis c'était comme pas de cocotte, tu sais, c'était dégueulasse. Fait que le monde, ça le faisait eux autres mêmes. Donc là, ils ont émis des licences pour que tu puisses produire chez vous si t'étais malade. Là, ils ont fait des calculs qu'on comprenait plus ou moins. Ils disaient... 1 gramme par jour, c'est 5 plants. Quand elle a, OK, mais c'est combien de lumière? Parce que c'est la lumière qui détermine le nombre. C'est pas le nombre de plantes, tu sais, mais eux autres, 5 plants. 1 gramme, 5 plants. Fait que là, il y a du monde qui se mettait à se prescrire des 30 grammes par jour, 50 grammes par jour. Fait que là, tu te ramasses avec des plantations de 400-500 plants avec 400-500 lumières. Puis là, boum, le marché noir s'est fait envahir. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qu'ils voulaient. Parce que c'était le meilleur moyen de discréditer tout, de montrer comme « Ah, regardez comment le marché noir envahit tout », puis de prouver qu'il y avait de l'argent à faire aussi. Donc, ils ont comme laissé ça aller, puis là, à un moment donné, Harper, en 2013, a décidé d'enlever le droit aux patients de le produire
et de donner ça à des producteurs privés. Fait que tout le monde qui pense que c'est les libéraux puis les amis à Justin, je m'excuse, mais c'est Harper qui a fait ça le premier. C'est lui qui a mis là Bedrocan et compagnie, que c'était des grosses compagnies qui étaient hollandaises. C'est ça, tu sais, fait que c'était des méga compagnies qui arrivaient, Privateers, tu sais, c'est comme... Fait que là, t'avais 5 producteurs méga riches qui sont à la bourse puis tout, puis là, t'avais pas de micro-producteurs, à part les patients. Fait que nous, le modèle, il était construit sur acheter le surplus des patients qui avaient développé des génétiques qui marchaient bien pour leur maladie, parce que vu qu'on n'avait pas de connaissances sur rien, puis il y avait tellement de génétiques sur le marché qui commençaient à sortir, on savait plus ou moins, fait qu'on s'est dit, on va plutôt se fier à l'expérience des patients. Fait que là, j'avais un patient qui arrivait puis qui me disait, moi, j'ai perdu mes 2 jambes, je me suis fait arracher 2 jambes dans un accident de travail, ça fait 30 ans, j'ai des douleurs fantômes qui sont épouvantables parce que c'est la dernière douleur que ton cerveau a enregistrée, donc c'est l'arrachage de jambes. Donc, il est à un pic de 12 sur 10 de douleur. Puis il dit, ça, c'est les génétiques que j'ai trouvées qui me font vraiment du bien. Fait que là, nous autres, on prend ces génétiques-là, puis on les essaye avec du monde qui ont des douleurs, puis qui ont eu des accidents de char, puis tout ça. Puis là, ça marche. Fait que là, on commence à faire des corrélations. Puis là, tu sais, on commence à échanger, puis à prendre des données, puis à comprendre. Fait que là, à force de fouiller, mais là, on rencontre une infirmière, puis là, elle dit, non, moi, je vais aller travailler avec vous autres, ça fait 15 ans que je suis aux urgences, j'en sais beaucoup, tu sais, je vais pouvoir vous aider. Ah, OK. Là, on met la main sur la meilleure personne qui ne pouvait pas nous tomber dessus, qui est François-Olivier Hébert, qui est en train de finir son doctorat en biologie moléculaire et qui s'en allait faire son postdoc sur le cannabis. Fait que là, on a un biochimiste spécialisé dans les molécules qui finalement nous explique tout ce qu'on observe depuis des années, puis qu'on dit pourquoi, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là. Fait que là, tout ce qu'on avait compris, ou qu'on comprenait pas, mais qu'on avait observé, ben là, FO, il est arrivé, puis il nous l'a expliqué. Mais ça, c'est à cause de ça, ça, c'est à cause de ça, ça, t'as raison de faire ça comme ça, ça, tu devrais pas faire ça, ça. Fait que là, tout d'un coup, on a appris à faire des produits, on a appris à extraire, puis à bien extraire. Puis là, on s'est ramassé avec une espèce de mission parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il n'y avait personne qui s'en occupait de tous ces gens-là malades qui essayaient, puis qui fumaient, puis qui faisaient des affaires chez eux, puis qui se faisaient des biscuits, mais qui ne savaient pas vraiment comment les doser, ou tu sais, comme... Fait que là, on s'est ramassé avec tout ça en charge. Donc, de 2013, quand on a ouvert la Croix Verte, on l'a ouvert en 2014... de 2014 à 2021, on a servi plus de 8600, 8700 patients environ. Fait que, en très peu de temps. Puis là, c'était pas le même genre de patients qu'on avait à Compassion, parce qu'à Compassion, c'était des polytoxicomanes que c'était pas grave, là, tu sais, c'était fort ou faible. Des fois, ils me chialaient après, je suis pas assez fort. Là, c'était plutôt juste des personnes âgées du monde qui ont jamais consommé de leur vie, du monde qui ont 4, 5, 6 pages de médicaments, qui rentrent en conflit, qui ont des interactions. Quand on nous avait dit qu'il n'y en avait pas d'interaction, finalement, il y en a plein. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on sait. Des enfants, puis des derniers recours, parce que là, au Québec, avec la loi, puis le retard social au niveau du cannabis qu'on a, ben, on s'est ramassé avec être en retard presque de 20 ans sur l'Ouest canadien, là, tu sais, fait que, oui, donc... on voit la différence. Ben, c'est fou, là, tu sais. La première année, tu regardais au Canadian Tire, dans leur coin jardin, il y avait des plants prêts à vendre. Oui. Ben oui, tu sais, c'est comme... Ici, là, t'en parles, puis c'est encore la fin du monde, là, tu sais, fait que... Puis le nombre d'enfants qui en avaient besoin, puis c'est ça, nous autres, qui nous a marqués, parce que quand après ça, on se met à recevoir des enfants, puis c'est des enfants maganés en fin de vie, que tout a été essayé dessus, puis que les parents, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils demandent du pot, puis on leur dit « Oh non, ça va être en dernier recours », quand c'est ce qu'on aurait dû leur donner en premier, là. Moi, j'ai des enfants de 5 ans qui ont 6-7 barbituriques de prescrites, là. Ouais. Puis ils me disent « Non, le pot, c'est dangereux pour son cerveau. » Ben ouais. Je sais. Pas le benzo. Tu sais, c'est quoi, tu sais, les Ritalin, tu sais, c'est des speeds, tu sais. C'est des speeds. Puis ça vient de dire que non, parce que ça c'est stabilisé, on sait ce que ça fait. Ben oui, mais fait que tu sais, donc là on se ramasse avec ça, puis là on s'aperçoit que c'est la pointe de l'iceberg, parce que à la minute qu'on creuse un peu, il y a du monde à l'infini là, qui en ont besoin, puis qui en cherchent, puis qui l'achètent tout croche, puis là t'as un paquet de monde qui est bien intentionné,
qui arrivent puis qui se développent experts en l'espace de 3 semaines parce qu'ils ont suivi une formation puis ont regardé 2 vidéos, tu sais. Mais c'est pas ça, là. Je veux dire, nous autres, en travaillant là-dedans à temps plein, en faisant plus de 10 000 heures, j'en apprends encore à tous les jours puis puis des fois, je me dis, avoir su ça avant. Donc, c'est ça. Donc, ça nous a permis de développer, de faire beaucoup, beaucoup de produits, de faire beaucoup de recherche et développement. Puis de développer tout un marché médical qui était complètement absent au Québec. Puis c'est capoté parce qu'on s'est ramassé d'une petite clinique qui commençait avec 3-4 personnes à 32 employés, 8000 patients, 140 produits développés, tu sais, vraiment des études avec des universités, tu sais, comme des reportages à pu finir, puis des anecdotes, tu sais, des enfants qui font 80 crises d'épilepsie par jour, puis qu'on leur donne un suppositoire, puis que c'est fini, là, ils en font plus. Les parents disent « Wow, mon fils me regarde, il m'a jamais regardé de sa vie, parce qu'il était tout le temps en crise, tu sais. » Avec un suppositoire. Puis les suppositoires, c'est la même chose. Tout le monde, au début, il riait. Des médecins qui m'appelaient pour m'engueuler. Mais tu sais, nous autres, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a reçu une madame des États-Unis qu'on pensait qu'elle était décédée parce qu'elle était patiente avec nous. Elle était en phase terminale du cancer. Elle est partie aux États-Unis. Nous autres, on n'avait pas eu de nouvelles pendant 6 mois. On s'est dit, elle est décédée. Tu sais, fait qu'on a mis le dossier de côté. Puis on n'osait pas trop appeler. Puis à un moment donné, pouf, il se repointe à la clinique, elle est top shape, elle est avec son fils. Puis là, son fils, il dit, je l'ai amené au Colorado, puis on l'a soigné là-bas avec des suppositoires. Là, on a fait quoi? Ouais, avec les suppositoires. Puis là, elle nous explique qu'avec les suppos, elle est capable de prendre des dosages de fou, élevés, comme tu serais jamais capable de tolérer, puis qu'elle les sentait à peine. Mais l'absorption était beaucoup plus forte. Donc, c'est toutes ces métastases, tout a shrinké, rapetissé, Puis, tu sais, aux dernières nouvelles, elle est encore vivante. Elle s'est gardée un 500 mg par semaine dans le sang tout le temps, mais c'est jamais revenu. Puis, tu sais, fait que là, nous, on a fait comme, attends, il faut qu'on fasse ça. On veut comprendre comment ça marche. Puis, tout de suite, nos premiers patients sur qui on l'essayait, c'était les enfants, parce que les parents, ils savent, tu sais, sont gavés. Souvent, quand c'est des petits enfants comme ça qui font tellement de crises, ils sont même pas capables d'avaler. Ouais. Fait que c'est mis dans un tuyau. Puis là, dans le tuyau, quand tu mets de l'huile d'olive, ça pogne dans le tuyau, ça marche pas. Fait qu'on n'avait pas moyen de savoir la dose qu'on leur donnait, puis qu'est-ce qu'ils absorbaient vraiment, tu sais. Avec le suppo, ben c'était poum, magique. Fait que là, à partir de là, on s'est mis à l'utiliser, puis on s'est mis à l'utiliser pour plein de monde, pour plein de personnes âgées, plein de monde. On passe pas par le foie, on a bien moins d'interaction avec les médicaments, on a, tu sais... Fait que là, on est devenu, écoute, on faisait 235 000 suppos par année. Fait que c'est ça, on est devenus les experts en suppos, les experts en capsule, les experts en jujube, les experts en, tu sais, puis, mais d'un autre côté, t'avais l'industrie, puis en 2018, t'as le récréatif qui est embarqué. Malheureusement, le gouvernement veut pas traiter la plante comme un médicament, parce que c'est pas quelque chose qui est stable. Tu sais, tu peux pas arriver puis dire... tu vas fumer un couche ici, puis tu vas fumer un couche au BC, ça sera pas le même effet, ça sera pas le même dosage. Fait que c'est pas un médicament, c'est une plante médicinale. Donc, ils veulent pas le traiter comme un médicament. Fait qu'ils l'ont décidé de le traiter comme du récréatif, parce que comme ça, ils peuvent faire de l'argent avec. C'est pas un rame-cul, tu sais. Fait que là, ils l'ont mis récréatif. Mais en le mettant... Mais c'est pas un produit qui est récréatif, c'est pas de l'alcool. Tu peux pas prendre... Tu peux pas fumer 10 joints dans ta soirée, tu vas aller te coucher. Tu peux pas manger 10 biscuits, tu te rendras pas au 3e. Fait que tout ça, c'est pas fait pour être récréatif. Mais ils te le rendent dans la gorge en te disant que c'est récréatif quand même. Fait que là, ils ont mangé la loi médicale. Donc, la loi médicale n'existe plus depuis 2018. Et là, le Québec, en bon monon, qui est arrivé et a dit non, tu feras pas des jujubes certains, c'est ben trop dangereux que les enfants en mangent. OK, il y a des vitamines en jujube, il y a des médicaments en jujube, mais tu sais, ça c'est correct, mais une plante en jujube, tu veux pas. Parce que le jujube, d'un point de vue médicinal, si tu le prends, tu vas le sentir en 15 minutes. Tandis qu'un biscuit, ben, ça peut prendre 2 heures, 3 heures, ça dépend du monde. Le jujube, tu le digères beaucoup plus vite, donc l'effet est moins fort, plus rapide, moins longtemps.
Puis c'est à cause de la gélatine, puis des ingrédients qu'il y a dans le jujube qui font en sorte que c'est un aliment fonctionnel qui est super efficace. C'est pas pour rien qu'ils s'en servent comme médicament puis comme vitamine, tu sais. Fait que... Mais là, au Québec, c'est interdit. C'est pas des bons arguments, tu sais. Non. Il y a quelqu'un qui me disait c'est parce que des bouteilles de vodka, tu sais, ça a de l'air de l'eau, tu sais. Je veux dire, est-ce qu'on est toujours de dire à tout le monde faites attention, c'est pas de l'eau? C'est ça, tu sais. Puis je veux dire, les fours locaux, là, ils étaient sur le bord du comptoir en sortant, puis ça a de l'air à des boissons énergétiques, tu sais. Fait que ça tient pas. Il y a rien qui tient dans ça. T'as des bouteilles de vin qui se dévissent, là. Là, on est là, puis ils nous font faire des pots de crème d'arthrite anti-barrure pour enfants, puis mes personnes âgées sont pas capables de les ouvrir. Fait que là, puis c'est tout ça qui fait aucun sens. Ils ont calqué la loi du tabac, la loi d'alcool, puis ils ont mixé ça ensemble, puis ils ont fait une loi sur le cannabis. Fait que elle tient pas, ça fait aucun sens. Fait que là, si t'es malade, faut que t'attendes 6 mois de voir ton médecin. Faut qu'il essaye tous les médicaments avant qu'ils existent pour ta condition, avant de peut-être te prescrire du pot. Là, si tu le prescrit, là, il va t'envoyer soit à une clinique qui est payée par un producteur, fait qu'elle va t'envoyer direct à ce producteur-là, c'est pas nécessairement ça que tu as besoin, soit il va lui choisir lequel qui donne une ristourne, fait que là, on est retombé dans vieille pharma, là, où est-ce que le producteur, il paye le médecin, ou il dit, ah ben là, va, SQDC, moi, je connais rien là-dedans. Parce que là, ils l'ont jamais appris. Ils savent même pas qu'on a un système endocannabinoïde qui gère le système hormonal, qui gère la température. C'est super important qu'est-ce qu'il fait dans ton corps, ce système-là. Les médecins ne l'ont même pas appris. C'est quoi? Il n'est même pas encore enseigné, là, alors que je te parle. Quand toute la planète le sait qu'on a un. Fait que on est à des lustres d'avoir un système qui marche bien. Puis là, nous, au travers de ça, on a des milliers de patients qui sont livrés à eux-mêmes, qu'on est obligé de leur faire parce que des fois, c'est des patients autistes. Fait que là, une journée, le jujube, ça fait. Le lendemain, ça fait plus. Il veut plus en manger. Il veut plus. Fait qu'il faut on trouve. Écoute, on a fait des biscuits salés. Il n'y a rien qu'on n'a pas inventé là, pour arriver à donner le dosage aux personnes. Fait que là, un jour... probablement qu'il y avait de la jalousie au niveau des producteurs privés parce que les producteurs privés, pour aller chercher une licence, ça coûte des centaines de milliers de dollars, si c'est pas des millions. Ouais. Mais eux, à cause que c'est un monopole d'État au Québec, ils peuvent juste vendre à la SQDC. Puis la SQDC, elle leur donne des peanuts. Fait que elle leur donne moins que ça leur coûte produire. Fait que là, eux autres, ils pensent que les malades qui s'en vont dans une clinique comme la Croix-Verte leur enlèvent de l'argent dans leur poche, tu sais. Ils comprennent pas que ce monde-là, c'est pas... Premièrement, c'est même pas de l'argent comme quelqu'un qui fume récréativement. Des fois, c'est quoi? C'est 5$ par jour, tu sais. C'est juste qu'ils sont beaucoup. Et les produits que ces gens-là ont besoin, les producteurs privés peuvent pas les faire. Ils peuvent pas être... Pas au Québec. Pas au Québec, tu sais. Fait que là, ton médecin, il va te le prescrire, puis il faut que t'ailles... Après ça, il t'inscrit chez un producteur privé, puis là, après ça, il faut que tu le reçoives par la poste. Mais si tu veux fumer un bat, tu pars, tu traverses la rue, tu s'en vas à SQDC, tu l'achètes, puis Fait que tu vois, ça fait comme pas de sens. Si t'es malade, ça peut te prendre 6 mois à avoir accès à ça. Si t'es pas malade, tu vas t'en chercher. Fait que le monde, ils disent « fuck it, je vais m'en chercher. Oui. » Mais il n'est pas adapté pour eux. C'est pas des produits qu'ils ont besoin. Les dosages sont pas bons. Puis là, tout le monde à SQDC, ils veulent du gros fort THC, là. Ils veulent du THC du 26%, ce qui est pas bon non plus parce que c'est l'ensemble de la plante qui fait un effet. Fait que même si tu prends du THC puis du THC, c'est pas juste ça. La plante, elle a 109 molécules. Le THC en est une. Fait que, tu sais, c'est toute cette éducation-là. On n'a pas d'éducation. On connaît rien dessus. Puis tout le monde la vend comme n'importe quoi. Là, la nouvelle affaire, à tout bout de champ, ils découvrent une nouvelle molécule. Ils savent même pas ce qu'elle fait. Puis là, tout d'un coup, tout le monde la veut. Là, tout le monde veut du CBN. Le CBN, c'est du pot. C'est du THC détérioré. Puis, tu sais, comme tellement moins bon que là, il endort. Fait que là, ils vendent ça comme « Ah, mais ça fait dormir. » Mais oui, mais c'est du pot détérioré. Oui. Fait que c'est tout ça qui manque comme éducation, que nous, on donnait beaucoup. On faisait beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de réduction des méfaits. On travaillait avec les itinérants, on travaillait avec les personnes qui avaient des problèmes de consommation. Puis un jour, même si on était très proche des autorités, puis tout, le 14 décembre, sont rentrés avec des guns. Ils nous ont mis toutes les menottes et ils nous ont traités comme si on était les pires des criminels. Ils m'avaient fait la passe à Québec en 2016, mais à Québec, c'était encore
Ben là, je vais le voir plus avec l'enquête préliminaire, mais à Québec, ils ont falsifié la signature d'un médecin. Ils ont fait une fausse prescription pour rentrer chez nous, pour après ça m'accuser, moi, de vendre du pot à du monde qui sont malades, tu sais. Ça avait comme, ils ont fait des actes plus criminels que moi j'avais fait. Fait qu'au bout du compte, quand on a sorti la requête, puis tout, ben là, l'autre bord, ils ont fait, OK, ben si elle plaide coupable, on va lui donner l'absolution. Fait que là, j'ai été obligée de plaider coupable pour pas perdre Montréal. Fait que j'ai déjà accepté de plaider coupable une fois. Mais je voulais pas, mais bon, on s'est ramassé, on était pris, fait qu'on l'a accepté. Puis là, cette fois-ci, là, c'est le contraire. Là, à cause de l'arrêt Jordan, maintenant, ils t'arrêtent, ils te saisissent tout, mais ils t'accusent pas. Fait que là, on n'est pas accusé. Fait que là, depuis le 14 décembre, ils ont coupé tous les médicaments à des milliers de personnes qui se sont ramassées sans rien, sans aucun choix, sans aucune... Tu sais, comme au Québec, il n'y a personne qui peut répondre à leurs besoins. Ensuite de ça, on était 17 qui sont ramassés plus de job. Ils nous ont saisi tout notre stock, dont du stock qui appartenait à des patients, que c'était leurs médicaments qu'on avait pour le transformer pour eux. Et ils nous ont pas accusés. Et ils nous ont toujours pas accusés au jour où je te parle. Fait que là, aux dernières nouvelles, il y avait un procureur au dossier finalement, après 3 mois. Puis ils ne savaient pas s'ils allaient accepter le dossier encore. Ils m'ont dit, si on accuse, ça va peut-être être fin mai. Fait que pour mes 50 ans, je vais me faire accuser pour la 3e fois de fucking possession et trafic. Fait que c'est ça, c'est l'histoire de ma vie des 10 dernières années, là, me battre en cours pour faire comprendre, pour quelque chose qui est supposé d'être légal puis accessible pour les patients, tu sais. Oui, ben écoute, le Québec, on est... Tu sais, déjà, tu sais... Je regardais, tu sais, quand l'alcool est redevenu légal, tu sais, je regardais les premières sociétés des liqueurs, ça ressemblait extrêmement à SQDC. Puis, mais tu sais, je vais ailleurs. Moi, tu sais, je vais au Manitoba, je vais en Ontario, je suis allé aussi à Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Je suis allé voir un peu partout tout ce qui se fait. Puis au Québec, c'est... C'est épouvantable. Oui. Puis tu sais, on se faisait dire que mais c'est parce que le monde au Québec, il consomme pas. J'étais comme, attends, là, ils consomment pas. T'es jamais venu au Québec? Crème, c'est comme, come on, là. Mais là, à un moment donné, ils ont sorti des stats. Mais c'est parce que le monde le dise pas. Mais ça, je le sais parce que j'ai fait la tournée du Québec. Puis on était en studio, là, avec des baby boomers, là, du fin fond de Robertval, puis off micro. Ah non, ben moi, je fume du pot la fin de semaine, ça m'aide au bout. Micro on. Oh non, mais c'est pas bon, hein, c'est de la drogue. Là, j'étais comme, c'est quoi ce discours-là? Tu viens de me dire, hors d'onde, que t'en fumais, tu sais. Fait que puis ça, là-dessus, le Québec est fort. Fait que quand ils ont fait le sondage, ça disait que c'était moins de 15% de la population. Puis là, ils ont testé les eaux usées. Ouais. C'est la meilleure manière de sonder pour ça. Ouais. Petite surprise, tu sais. Puis là, c'est ça. Là, finalement, c'est beaucoup plus de monde qui consomme, contrairement au BC. Puis là, tout le monde pensait que c'était plus au BC, mais au BC, ils ont bien plus d'opiacés dans leur eau usée que de cannabis, tu sais. Ouais. Fait qu'ici, ben là, c'était beaucoup plus de cannabis, ce qui est quelque chose qui est vraiment bien parce que ça veut dire qu'on a des problèmes avec les opiacés, mais pas au point de Vancouver. Mais dans les derniers mois, ça a beaucoup changé parce qu'il n'y a plus d'héroïne, il n'y a plus de cocaïne importée qui rentre depuis la pandémie. Oui. Fait que là, c'est juste du labo, là. C'est juste du synthétique. Du fentanyl. Il y a du fentanyl partout. Fait que là, tu retrouves du fentanyl. Effectivement, tu peux en trouver dans des crops de cannabis parce qu'ils en font à côté. Puis le cannabis, ça l'absorbe tout. Fait qu'il va absorber, là. Si la molécule est dans l'air, il va l'absorber. Okay. Fait que c'est ça. Donc, depuis le 14 décembre, on est là. On essaie de voir c'est quoi nos avenues. On a des choix au niveau légal. C'est sûr qu'il y a plein de producteurs, il y a plein de monde qui nous ont approchés, qui veulent entre autres nos patients. mais le problème, c'est que nous autres, on desservait des patients qui trouvaient pas leur compte dans le marché légal. Fait que même si on essaye là de rentrer dans un système légal, c'est pas que je voulais pas être légal, c'est le légal qui est pas prêt à nous recevoir. Ça a l'air compliqué aussi. Parce qu'il faut que la personne se choisisse un seul producteur. Ben puis après ça, tu peux plus changer. Tu peux plus changer, c'est comme... C'est comme, non, toi, tu feras juste ton épicerie chez Walmart. Ouais, c'est ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'aller au IGA, mais c'est là non, que tu vas. c'est juste chez Walmart. Ouais, mais ils ont pas le... Non, je m'en fous. T'avais juste pas de... Ouais, mais là, si je veux le faire pour le fun, ben là, tu peux aller où tu veux. Ouais, c'est très ça. Ça fait aucun sens. J'avais du monde en fin de vie que... Puis avant 2018, là,
depuis 2004, là, je vais porter des biscuits dans les maisons de fin de vie, là, de genre la Maison Bleue, ou, tu sais, où est-ce que les gens, ils sont là vraiment pour les derniers jours, tu sais, puis dans ce temps-là, ils nous appelaient, là, OK, là, j'ai des nouvelles familles d'arriver, si tu veux venir, tu peux dropper des biscuits, puis on va leur dire comment ça marche. Là, à cette heure, quand c'est devenu légal, je reçois un appel d'une de mes patientes qui est là, puis elle pleure parce qu'elle me dit, ils viennent de me dire que j'ai plus le droit de consommer aucun cannabis parce que c'est rendu légal récréatif. Puis, fait que là, elle dit, là, eux autres, ils traversent la rue, puis ils ont le droit de fumer du pot, mais moi, j'ai pas le droit d'avoir accès à mon weed. Puis là, c'est moi qui est malade. Puis fait que, tu sais, là, on est obligé de repartir à l'envers. Fait que là, on est vraiment là. On est retourné où est-ce que quand j'ai commencé, puis j'en reviens pas parce que j'ai fait exactement 6 mois de tournée médiatique pour dire que c'est ça qui allait arriver, puis qu'il fallait pas que ça arrive, puis je suis là. 4 ans après, je suis encore accusée. Je suis encore là. Puis là, ce coup-là, ils m'ont pas manqué. Là. Ils sont venus bloquer ma maison. Tu sais, là, ils vont comme si j'étais le pire motard. Puis nous autres, on a tout déclaré. On a pris du monde qui vendait au marché noir. On les a fait faire des compagnies. On les a fait faire des numéros de taxes. Tu sais, on a tout fait pour être le plus clean possible. Puis elle m'enlevait mon argent dans les poches quand je me suis fait arrêter. Puis elle me disait, c'est l'argent du crime. Tu sais, pour vrai? Pour vrai. Puis j'étais comme, c'est 40$ que j'ai payé des déductions à la source dessus. Si, donne-moi mon argent. Fait que, tu sais, non. C'était vraiment... j'étais découragée. Je pouvais pas croire. Puis je pouvais pas croire que j'en sois là parce que, comme, on a tellement... Puis je venais de faire une entrevue au Biarritz. On avait participé à une conférence. Imagine, une des plus grosses conférences médicales au monde qui parle du cannabis, nous invite. Puis là, on est en télé, chose, on travaille. Puis là, on est là, moi, François-Olivier, puis Mike, on parle avec eux autres. C'est super intéressant. Puis là, je vois, là, il y a du monde du Luxembourg. La madame est en train de pleurer parce qu'elle risque la prison pour se soigner de son cancer. Puis là, moi, je me disais, man, c'est fou, pareil, on n'est plus là. C'est quand même pas pire. 2 semaines après, on est là. J'étais comme découragée. C'est vraiment... c'est fou quand tu y penses parce que ça reste juste une plante, là. Tu sais, c'est juste... tu peux pas mourir. Faut que t'en prennes 70 kilos pour faire une overdose, là. Comment? Tu peux te tuer avec du café, là. Fait que, tu sais, ouais. c'est vraiment... mais bon, ça a l'air que c'est mon combat. Là, on est là, puis on va voir qu'est-ce que l'année nous réserve. J'ai essayé de refaire de la musique, mais je pense que la seule chose que je serais capable de faire là, de ce temps-là, ça serait du crow heavy. Je suis trop fâchée. T'es trop fâchée? Je suis trop fâchée. J'arrive pas à faire de la musique joyeuse comme Collectivo. Tout, la vie est belle, non? Avec tout ce qu'on a vécu les 2 dernières années, là, de perte de liberté, puis de perte de droits, puis d'abus pas possible. Je trouve ça vraiment... C'est comme si nos pires cauchemars quand on avait 14 ans étaient en train de se réaliser. Tout ce à quoi qu'on avait peur qui arrive, on est là. T'sais. Je parlais avec la fille à ma chum, elle a 14 ans, 15 ans. Puis elle vit les mêmes peurs que moi j'avais à son âge, là, d'une guerre nucléaire. T'sais. Oui. C'est fou, là. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui... We fail. J'arrête pas de dire aux autres, crime, on a manqué notre shot, on n'a pas crié assez fort. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a de quoi qui s'est pas passé. Oui, non, puis c'est une drôle d'époque. Tu sais, je veux dire, moi, je suis en technologie depuis toujours, l'Internet, tout ça. Mais est-ce que le mix des médias sociaux, puis de la COVID, le confinement, ça a été... ça a été terrible. Ouais. J'ai vu des... Puis, tu sais, moi en général, je dis souvent, je suis un gars de centre. Tu sais, je ne veux pas d'un bord, je veux pas de l'autre. Puis, j'essaie de regarder les choses, tu sais, calmement, puis des 2 bords, le monde m'énerve en ce moment. C'est comme, arrêtez, là. Tu sais, je veux dire, les pros aussi, contre ça, peu importe c'est quoi, c'est trop, là. Ouais. Puis moi, je pense comme toi, je pense que les réseaux sociaux, tu sais, avant, tu croisais quelqu'un dans un show, tu savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de sa tête, là. Tu sais, tu y parlais 10 minutes, puis c'était bien correct, là, puis t'étais bien content de le voir, puis tu sais. Mais là, avec les réseaux sociaux, là, tu sais tout ce qu'il pense, là, en se levant le matin, quand il mange, quand il... Tu sais, fait que là, il y a des affaires que j'avais pas besoin de savoir. Parce que tout d'un coup, mon réseau social est en train de rapetisser, là, comme, tu sais, j'ai de moins en moins de monde avec qui que je communique puis que je me sens
connecter parce que j'ai trop vu leurs posts dans les derniers mois, tu sais. Puis je trouve ça difficile, tu sais, de... Je sais pas, il y a du monde aussi que j'étais comme... J'avais pas idée qu'ils pouvaient penser ça, tu sais, ou qu'ils pouvaient aller aussi loin dans leur réflexion que je suis comme abasourdie, tu sais. Mais moi, je me suis mis à faire la part des choses parce qu'une personne en particulier que j'ai vue au cours des 2 dernières années, ses opinions très fortes ont tellement bougé d'un bord puis de l'autre en suivant la mouvance que je me dis, c'est juste quelqu'un qui a besoin de se rassurer, qui a besoin de sentir qu'il y a quelque chose d'autre, qui est entouré, qu'il y a du monde qui pense comme elle. Ouais. Fait que, peu importe ce que tu vas lui donner, ben ce type de personnes-là, ben ils vont aller vers ça. Mm-hmm. C'est vrai. C'est sûr que c'est là aussi que tu vois qu'il y a beaucoup de solitude. C'est beaucoup de j'aime pas dire maladie mentale, mais de problèmes. De problèmes mentaux, de problèmes où est-ce que les gens souffrent de dépression, d'isolement, de mauvaise... tu sais, quand t'es pas bien entouré, puis que t'as des mauvaises influences, puis que t'es sensible, ben c'est des équations pour que tu te ramasses pire, tu sais. Puis on le voit, là, à la clinique, on avait des gens qui étaient super bien entourés, puis qui avaient des gros problèmes d'addiction aux opiacés, puis qui, là, sont entourés, leur famille, là, tout le monde les appuie, même leur boss les appuie, tu sais, tout le monde embarque, puis est prêt à travailler avec eux, ils s'en sortent, là, super facilement. Toutes les autres qui sont livrés à eux-mêmes, sont tout seuls, qui se font rejeter, ne sont jamais capables de s'en sortir. Oui. Fait que c'est sûr que quand tu es dans les réseaux sociaux, puis tu parles, puis que tu as des gens qui vont te faire des likes, ben, tu sais, ça fait le petit velours que, ben, je suis pas tout seul qui pense de même. Oui. C'est ça. Mais ça fait des drôles de mix, tu sais. Oui. Puis là, avec la guerre, c'est comme... On avait fini, tout le monde disait comme, on va sortir d'être là. Non! Non, on repart pour un tour. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça que je disais à Joël, justement. J'étais comme, bon, ben, on va refaire Overbase encore. On avait fait une petite tournée, là, en 2017-2018. On avait fait quelque chose. Là, j'étais comme, on va la refaire, puis on va se remettre à jouer les tunes de capitalistes comme Nuclear Trash, puis... Parce qu'on est là, tu sais. C'est ça qui me décourage aussi. T'es comme, je chante mes textes, puis comme, ils sont encore à jour. Oui, c'est ça. Je pense, il y en a pas gros qui sont démodés. Il y en a qui ont mal vieilli, ça, c'est sûr. Il fait toujours aussi fret l'hiver. Hein? Il fait toujours aussi fret l'hiver. Il fait toujours aussi fret l'hiver. Ah ouais, c'est clair. Moi, c'est la toune que... Moins 60. Oui. Ouais. Celle-là, puis Saint-Sacrement. Saint-Sacrement, elle a 54 sacres dedans. Puis je m'en souviens, parce qu'on l'avait écrit à cause que Barf avait fait « Wow, wow, tabarnak ». Puis tout le monde capotait, puis il était « Oh, il sac dans la toune ». Puis je lui ai dit « Ah ouais, check bien ça ». Puis là, on n'était pas capable de retenir. Parce qu'on l'avait écrit au début, puis on n'était pas capable de retenir. Puis là, on était là « Mais pourquoi qu'on n'est pas capable de le retenir ?» Puis à un moment donné, Joe, il dit « Je le sais pourquoi. Il faut qu'on écrive les sacs comme on sac. » Il dit « Là, on va être capable de le retenir. » Fait que là, c'est là qu'on était Saint-Suaire de Calvaire, de Sacrement, de Tabarnak, Jésus-Christ, Calice de Saint-Sacrement. OK! Là, ça rentre. C'était vraiment... Puis après ça, on avait... Sylvain Cormier avait écrit un gros texte dans Le Devoir, une critique. Puis c'était hot parce que toutes les shots d'avant, nous, on l'avait joué dans un festival au Festiram, on l'avait joué en rappel, puis le lendemain, c'était écrit dans le journal, rappel de mauvais goût, là, tu sais. Personne comprenait qu'est-ce qu'on disait vraiment, tu sais, Fait que quand Sylvain Cormier l'a sorti dans Le Devoir, puis qu'il a dit il disait c'est comme quand moi j'étais jeune puis que j'écoutais Brassens, tu sais, que il disait des affaires que les autres que ça se disait pas dans ce temps-là, tu sais. Fait qu'il dit moi je ressens la même affaire quand j'écoute ça, puis il disait c'est vrai qu'on est le seul peuple à sacrer avec des ustensiles, parce que moi ça me fascinait, je suis mexicaine là, en espagnol là, si je t'insulte là, c'est des vraies insultes là, je suis pas en train de te traiter de fourchette puis de coupe là. C'est toujours par rapport à ta mère. Ouais. C'est quand même élevé, là. C'est méchant. Puis c'est méchant, tu sais. Mais ça, j'étais comme, moi, j'avais jamais compris pour c'est quoi le gros blasphème, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand on l'a fait, là, puis c'est ça, il avait dit ça, puis on était bien fiers, là, comme, waouh! Un intello qui comprend qu'est-ce qu'on dit. Ouais, c'est cool. Ouais.
Alright, je pense que ça couvre pas mal ça. Ça couvre pas mal, ouais, on a fait le tour. Oui. Ben écoute, un gros merci Chantal. Ben, ça me fait plaisir. J'étais un petit peu nerveux de te recevoir, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ben, je t'ai jamais vu en entrevue, puis tu sais, moi je joue de la fille sur le stage, tu sais, fait que tu sais, t'as une prestance. Fait que Oh, je suis relax. Non, c'était vraiment cool, un gros merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. À la prochaine.